Bonsoir à tous, bienvenue. Tu veux parler Non, ça va aller. Merci d'être là. Cette conférence, en fait, le projet de cette conférence est né du fait que l'année dernière, j'ai fait passer beaucoup d'euros de préparation en école de commerce. Et à chaque fois, j'avais beaucoup d'élèves qui me disaient je veux être entrepreneur et directement après, je veux monter une appli. La grande surprise qu'il y avait, c'était que les personnes qui étaient en face de moi ne connaissaient pas grand-chose aux applications, pas grand-chose au mobile, pas grand-chose au code et à tout ce que ce business pouvait entraîner. J'ai donc eu l'idée en parler. Moi, j'ai passé un peu de temps avec des entrepreneurs, avec des développeurs, et j'avais deux de mes amis, Hugo et Jean-Baptiste, JB, qui travaillaient sur des projets d'application. Je me suis donc dit que ça serait intéressant de vous permettre de les rencontrer, pour discuter avec eux, pour leur poser des questions, mais aussi pour écouter leur retour d'expérience. Le but étant que vous puissiez être mieux armés à la fois le jour où vous voulez monter ou rejoindre un projet d'application mobile, mais aussi être mieux armé si vous avez besoin de défendre ce projet professionnel, ce choix, lors d'un entretien d'embauche ou un entretien de personnalité. Donc le but de cette conférence est une rapide présentation de leur projet, mais très rapidement des échanges, interactions. On est une taille tout à fait correcte pour des échanges, donc ça va être le but. Rapidement, je vais laisser vous présenter, mais je suis très content de vous parler de Hugo, qui je l'ai réalisé en venant ici, est un de mes plus vieux amis, on s'est connus depuis très longtemps. On s'est un peu perdu de vue, mais on s'est retrouvé, c'est très cool de l'accueillir ici. Et JB, avec qui j'étais en cours après, qui monte aussi dans mon projet. Donc je vous laisse commencer. Hugo, si on met l'amitié et l'ancienneté en priorité, tu peux commencer. JB, tu continueras ensuite. Ok, juste tu veux quel format Alors c'était plutôt qui D'abord personnalité. la personnalité et rapidement parle-nous de Pumpkin. Ok. Moi je vais faire ça en 5 minutes, puis après 5 minutes sur l'appli, et après il y a quelques questions sur la chronologie, puis après on fera un échange tous ensemble. Parfait. Alors, donc moi c'est Hugo Salé de Chou. J'ai 27 ans. J'ai créé une application qui s'appelle Pumpkin, qui fait depuis 1 an et demi du paiement, remboursement entre particuliers. Donc concrètement, c'est une appli que vous avez sur les stores iOS et Android, sur laquelle vous pouvez vous inscrire en une trentaine de secondes et vous allez pouvoir lier votre compte bancaire à Pumpkin et envoyer de l'argent instantanément et gratuitement à n'importe qui. En fait, ce qu'on fait, c'est nous, on va uploader votre répertoire, on va trouver tous les gens que vous connaissez qui sont sur Pumpkin et vous n'avez plus qu'à sélectionner un contact, rentrer un montant et donc envoyer de l'argent. Vous pouvez aussi faire une demande. Et donc voilà, c'est donc une appli qu'on a lancée en septembre 2014. On s'est beaucoup propagé en fait dans les milieux étudiants, donc sur les campus, les écoles, etc. Vu vos tronches, vous n'avez peut-être pas encore été trop touchés par Pumpkin, mais ça ne saurait tarder. Les use cases un petit peu de Pumpkin, c'est justement au début beaucoup la vie étudiante, donc les frais de coloc, donc les courses, les apéros, les covoiturages, les sorties, etc. Après, ça s'est un peu étendu dans le cercle familial. On s'est retrouvé avec les parents de nos étudiants, donc des gens d'une cinquantaine, soixantaine d'années, qui se retrouvaient sur Pumpkin à envoyer de l'argent à leurs enfants, etc. Et voilà, aujourd'hui, c'est plus de 70 000 personnes sur Pumpkin qui réalisent 1 200 000 euros de transactions par mois. Enfin, ça, c'était les derniers mois. Donc voilà, ça a grimpé graduellement. Et puis je vais terminer juste en disant que j'ai commencé avec des études de droit à Assas, donc pas loin, et qu'ensuite j'ai passé des oraux dans des écoles. Et je leur ai dit que je voulais être entrepreneur, mais je savais pas en fait. Et voilà, et 2 ans plus tard, j'ai commencé à créer Pumpkin. Donc voilà, c'était fin 2014. Super. Ok, bah moi de mon côté, moi j'ai rencontré Hugues à l'ESSEC dont j'ai été diplômé il y a 1 an et demi moi. Et depuis, donc je me suis aussi lancé dans la construction d'applications. Donc je suis pas aussi abouti que notre ami Hugo à ma gauche, mais parce qu'on est encore en bêta actuellement. Et que ça veut dire bêta Bêta, ça veut dire que nous sommes dans une phase où on cherche encore à améliorer le produit, où le produit n'est pas stable et le produit n'est pas accessible publiquement, en tout cas pour nous. Il y a bêta fermé et bêta public. On est dans un stade où on est bêta fermé, c'est-à-dire que l'application est accessible uniquement sur invitation et qu'on la partage uniquement sur invitation pour le moment. Donc voilà, moi j'ai fait une école de commerce. À l'issue de cette école, donc il y a 1 an et demi, je me suis lancé dans un premier projet d'application qui était davantage associé à l'idée de vous afficher de la publicité sur votre écran de déverrouillage de mobile et de vous permettre de gagner en fait des points et de l'argent tous les mois, tous les jours en fait, et tous les mois via cette application.
Ce projet, assez rapidement, il s'est arrêté parce que moi, je ne croyais pas tellement au modèle et parce que l'application aussi avait été développée en Indonésie et outsourcée et qu'on en parlera ensuite plus en détail, mais c'était une très mauvaise idée. Et j'ai par la suite, moi, du coup, cherché des associés sur le plan technique et on s'est mis à développer un nouveau concept d'application que vous verrez qui est là et qui vous consiste tout simplement, c'est une application qui est disponible sur Android uniquement et qui vous permet en fait de vous abonner à différentes chaînes qui sont animées par des éditeurs partenaires qui vous permettent ensuite de découvrir ce contenu en toile de fond de votre écran de déverrouillage de smartphone. Et si jamais le contenu vous intéresse, vous avez la possibilité d'accéder au contenu et d'avoir une information sur le contenu qui est en toile de fond et d'être dirigé éventuellement vers le site web, d'être dirigé vers le contenu en question. Donc le contenu, ça peut être plein de choses. Ça peut aller d'une belle photo d'un nouveau film qui va sortir à tout simplement une belle image d'un pays pour découvrir un pays. On peut imaginer vraiment plein de types de contenus. Donc on peut dire, si je devais résumer en 2 mots, qu'on est une sorte un peu de Pinterest, Instagram de l'écran de déverrouillage. Voilà, en quelques mots. Ok, et alors, la première question que je voudrais vous poser, parce que c'est peut-être le stade où vous en êtes, c'est comment est-ce que vous avez eu l'idée? Tu l'as un peu dit, JB, c'était une première rencontre que tu avais avec des types, d'autres camarades qui sortaient de l'ESSEC. Mais après, comment tu as fini ton projet? Tu l'as creusé, ils sont venus te voir, ils t'ont proposé l'idée, et tu as dit oui. Quel était un peu le cheminement du lancement? Le cheminement, effectivement, c'est que moi, j'ai toujours eu envie de monter une boîte. Franchement, ce n'était pas forcément dans le domaine tech. Et ça a été un peu au panache que j'ai fait confiance à ces 2 camarades de promotion qui, pour eux, pour le coup, étaient dans l'entrepreneuriat depuis un petit moment. Je n'avais pas spécialement fait de stage dans ce domaine. Et par contre, j'avais suivi beaucoup de cours. J'avais quand même bossé pour des startups un peu pendant les études. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de me lancer. Le projet, est un peu avancé. J'y vais, j'ai rien à perdre. Je sors d'école, on y va. Et effectivement, du coup, je les ai rejoints sur ce projet-là. Et progressivement, je me suis rendu compte que le projet avait été mal construit, qu'un salarié avait été embauché en CDI rapidement alors que le produit n'était même pas terminé. Et puis que en fait, les 2 associés que j'avais rejoints voulaient me redonner quasiment 80% des parts en fait, au bout de 3-4 mois. Donc moi concrètement, à ce moment-là, pour plein de raisons, j'ai eu envie de quitter ce projet. Et par contre, j'étais assez convaincu que sur mobile, l'accès à l'information était quand même pas extra, qu'aujourd'hui il est très fragmenté, on doit accéder à plein d'applications et avoir pas mal d'étapes pour accéder à du contenu. Alors que cet écran-là, c'est le premier qu'on voit tout le temps et qu'en ingeste de façon hyper passive, on pouvait accéder plus facilement à du contenu. Donc au moment où je me suis mis à chercher des associés techniques parce qu'il me semblait que le projet était assez intéressant et pouvait permettre vraiment de révolutionner la façon dont on accède à l'information, je me suis dit il faut continuer, il faut y aller et je vous raconterai peut-être la suite un peu après parce que ça fait un petit moment que j'ai... C'est Hugo, tu vas pouvoir nous raconter comment est-ce que l'idée est venue et à quel moment tu as décidé de la formaliser. Ouais. L'un ou l'autre. Donc l'idée, en fait, c'est vrai que ça vient pas, on se réveille pas, je pense, un matin en se disant ça y est, non seulement j'ai une idée, mais en plus je vais, on va dire, m'y mettre, quoi, je vais la créer. Il y a un cheminement pour moi. Quand j'ai arrêté Assas et le droit et tout ça, déjà j'en pouvais plus et donc j'étais ravi de partir en école de commerce. Et c'est vrai que à ce moment-là, je savais que ce que j'avais envie de faire, c'était entreprendre. Mais je savais pas. Enfin, si la raison pour laquelle je savais ça, c'est que j'avais eu pas mal une vie associative, etc. Ça m'avait vachement plu. Et je m'étais dit, voilà, j'adore les petites structures. On était une vingtaine, c'était génial. On s'est bien amusé, c'est ça que je veux faire. Enfin, pas que de l'associatif, mais. Et donc j'arrive en école et là, avec 4 copains, on s'est dit tiens super, on va monter une boîte de chaussettes. En fait, pourquoi est-ce qu'on s'est dit ça? C'est parce qu'on avait trippé sur un truc, sur un jeu de mots. En fait, on voulait monter une boîte de chaussettes qui s'appelait Sock It et on trouvait ça drôle. Et donc on pensait qu'on avait une idée mais de ouf. On voulait en parler à personne. C'était genre oulala, si le nom est tellement incroyable qu'il faut qu'on le dépose avant de pouvoir en parler. Et en fait, donc voilà, c'était cool. On a appelé des fournisseurs, ceci, cela, on était hyper contents. Et puis, on avait des prototypes, machin. Et puis un jour, on est parti en stage. Et là, tout s'est arrêté. Enfin, voilà, on a continué à se passer 3 petits coups de fil. Ouais, t'en es où? Et puis, franchement, au bout de 2 mois, il n'y avait plus rien. Et puis, de toute manière, c'était de la merde. Enfin, c'était de la merde. C'était une boîte de chaussettes qui n'a jamais vu le jour. Et moi, je suis parti ensuite un an en stage, en césure. J'ai bossé chez Dailymotion, d'abord à Paris. Et là, j'étais en
en sales, enfin en commercial international. Et ensuite, j'ai eu la chance de partir à San Francisco. Et là, j'ai découvert le paiement mobile. Et notamment avec une app qui s'appelle Venmo, qui existe toujours aux États-Unis. Et un jour, c'est juste un pote qui me devait $10 et qui m'a dit, tiens, bah, télécharge Venmo, je vais te les filer sur Venmo. Et j'ai dit, non, 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 moi je veux mes $10, tu me les rends. Et bref, 3 minutes plus tard, j'avais téléchargé Venmo, j'avais $10 dessus. Et ensuite, j'ai commencé à l'utiliser tous les jours. Et 6 mois plus tard, quand je suis rentré en France pour terminer les decks, et ben ça m'a vachement manqué. Et donc j'ai commencé à en parler un peu autour de moi, et je suis tombé sur un de mes potes qui lui avait bossé en Afrique, et il avait été vachement marqué par une chose en Afrique, c'est le développement du paiement mobile là-bas, notamment au Kenya avec une solution qui s'appelle M-Pesa, qui est en fait un opérateur de télécommunications qui a développé le paiement mobile tout simplement pour répondre aux besoins d'échange d'argent, sans forcément qu'il y ait beaucoup de cash. Le cash c'est difficile pour que ça circule, et donc pour le paiement mobile est très développé là-bas, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Et donc on s'est dit tous les deux, bah tiens, c'est ouf, en France, c'était en fin 2013, il n'y a que dalle, quoi, on ne peut pas faire du paiement mobile, quoi. Et donc on a commencé à se dire qu'on voulait le faire ensemble, mais on connaissait ni le paiement, ni la banque, ni le développement, ni le mobile, quoi. Et en fait, on a eu l'idée d'aller à un startup weekend. C'est un week-end où on parle de startup et on rencontre des gens. Et là, on a rencontré un développeur qui, lui, terminait ses études aussi, comme nous, et a été vachement emballé par le projet. Ça, c'était en novembre 2013, et en janvier 2014, on commençait à, tous les trois, bosser là-dessus. On était encore étudiants pendant 4 mois, et on s'est dit, bah, vas-y, on avance le plus possible. Comme ça, à la fin de nos études, on verra si ça vaut le coup ou pas, et à la fin, ça valait le coup. Super, donc ça c'est le lancement, c'est la phase de lancement. Et si maintenant, c'est sur cette première phase, c'est comment tu as une idée, moi il y a une question, c'est comment est-ce que tu te dis que cette idée était crédible? Qu'est-ce qui l'a crédibilisé? Est-ce que c'est le fait que ton pote l'avait vu au Kenya, tu l'avais vu à San Francisco, qu'il y avait un manque? Comment tu t'es dit, ok, c'est transposable en France, cette idée est crédible? En fait, non, j'ai pas été vraiment rassuré. Au départ, souvent les bonnes, c'est ce qu'on dit, les vraies bonnes idées, c'est celles où tout le monde dit c'est de la merde. Je sais pas, prenez par exemple Twitter, je sais pas si vous vous souvenez, quand vous avez pour la première fois de votre vie entendu parler de Twitter, moi j'étais le premier à dire oulala, c'est de la grosse merde. Snapchat, oulala, c'est de la grosse merde. Se prendre en photo, s'envoyer une photo de sa bite, ça va 2 minutes, mais ça marchera jamais ce truc-là. Et donc, ça a un peu évolué. Mais c'est vrai, après ça sort un petit peu du mobile, mais je sais pas si vous vous souvenez la première réaction que vous avez eue quand vous avez entendu parler de Airbnb, vous avez dit mais jamais personne, je vais jamais laisser un inconnu venir chez moi. Et en fait, les bonnes idées, c'est souvent ces idées-là auxquelles personne ne croit au début. Tout simplement parce que les gens ne sont pas forcément prêts à les entendre. Et c'est ça ce qui fait de vous un entrepreneur, c'est que vous avez peut-être senti ou vu quelque chose que les autres ne sont pas encore prêts à voir. Et donc, en revanche, ça vous aide pas forcément ça vous incite pas forcément à aller de l'avant quand tout le monde vous dit c'est de la merde. Mais c'est là qu'il faut, je pense, persévérer. Et donc nous, il y a plusieurs choses. Là, en fait, on savait pas trop comment faire. Et donc on a eu 2 idées. La première, aller voir des banquiers. La deuxième, aller voir des avocats. Et les banquiers nous ont dit c'est impossible, et les avocats nous ont dit c'est illégal. Et donc, déjà, et nos potes nous disaient c'est de la merde. Donc on était mal barrés. Et finalement, on a changé de stratégie. On est allé voir plutôt des entrepreneurs. On s'est dit, justement, on a repris un peu Airbnb. On a dit, tiens, s'il y a des gens qui peuvent payer d'autres gens par un intermédiaire pour, je sais pas, par exemple, louer un appart. Donc, je sais pas, je loue l'appart de Hugues. Finalement, je vais lui donner de l'argent pour louer son appart. On s'est dit, si cette transaction elle est possible, on enlève l'appart et je donne juste de l'argent de Hugues et puis on verra pourquoi après. Et on s'est dit, si cette transaction elle est possible, nous, on devrait être capable de la faire aussi. Et c'est là qu'en fait, on s'est dit, nous, on est comme de l'économie collaborative, simplement pas sur un appartement, une perceuse ou quelque chose, sur les transactions de la vie de tous les jours. Et c'est comme ça qu'on est passé un peu du projet à l'action. Ensuite, on a démarché des prestataires ou des partenaires qui pouvaient nous aider à mettre en place la solution de paiement. Et puis voilà, le 18 juin 2014, on avait notre première transaction même pas bêta, alpha, voilà. C'est marrant.
Ça, c'était le début, c'est comme ça que tu as un peu validé les hypothèses. Ouais, et entre-temps, en fait, il y a toute une phase où du coup, on parle beaucoup de son idée, on en parle autour de soi, à la famille, aux copains, mais on en parle aussi, et ça a été vraiment notre première démarche, à essayer de voir de rencontrer des gens de différents métiers, différents secteurs, et c'est eux qui vont vous aider à structurer vos idées, parce que vous arrivez avec une idée de dire je veux faire du paiement mobile, il y a 1 million de manières de faire du paiement mobile. Et donc c'est pour ça que si les gens ont la même idée que vous, ça n'a aucune importance, parce qu'une idée à ce stade-là, je veux faire du paiement mobile, ça veut absolument rien dire. Et donc en revanche, les gens que vous allez aller voir, qui sont eux des professionnels, qui sont eux des gens qui sont dans différents métiers, c'est avec eux que vous allez construire vos idées, enfin votre idée, c'est en la confrontant avec eux. Ils vont dire putain mais ça c'est génial, il faut faire ça, et à la fin c'est à vous de décider ce que vous voulez vraiment faire, mais c'est en voyant du monde que vous allez consolider en fait votre projet. Super. Et alors toi, j'ai vu comment la première question c'était déjà quand tu évoquais le secret. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis j'ai un projet, il est secret, il faut que j'en parle à personne, c'est mon idée, ou très vite tu te dis il faut que je la challenge, j'en parle à d'autres personnes? Je t'avoue que non, dès le début, moi je me suis dit qu'il fallait en parler. C'est un truc qu'on entend assez vite dans le milieu de l'entrepreneuriat. Effectivement, vouloir garder son idée secrète, déposer le nom avant même d'avoir eu l'idée, d'avoir développé un peu l'affaire, c'est quelque chose à ne surtout pas faire. Et je rejoins totalement Hugo quand il dit qu'il faut aller confronter son idée auprès du maximum de personnes possible au début pour l'affiner. L'affiner jusqu'à effectivement être à peu près convaincu de ce qu'il faut matérialiser, ce qu'il faut mettre en œuvre, quel produit développer concrètement. Donc une fois qu'on a un peu, pour revenir sur la thématique des applis mobiles, une fois qu'on a les idées un peu de fonctionnalité et de ce qu'on veut mettre en place concrètement, commencer à réaliser quelques dessins, quelques maquettes pour savoir un petit peu ce qu'il y a. Aller là encore une fois à chaque étape les confronter un maximum, aller avec le maximum de personnes que vous avez. Donc là, si vous pouvez aller challenger les maquettes, allez-y à tout va. Ensuite, commencer à développer un semblant de produit. Et puis là, c'est pareil, le tester au maximum, le plus vite possible. Et essayer de faire en sorte qu'à chaque étape, vous puissiez tester un maximum avec un maximum de gens pour valider des hypothèses. Et dès qu'elles ont été validées, aller un peu plus loin. Alors comment est-ce qu'on fait pour tester des maquettes papier? Parce que moi, je me souviens que tu me montrais des maquettes. On appelle ça des wireframes, c'est ça? Ouais, on peut l'appeler comme ça. Des wireframes. Et alors, comment est-ce que tu fais? Quels étaient les tests que tu leur faisais faire à ces maquettes? Tu testes le workflow pour savoir si ça fonctionne. Tu testes aussi. Le workflow, c'est pour bien expliquer les. Oui, excuse-moi, c'est savoir comment tu passes d'un écran à l'autre et comment concrètement, en fait, pour construire une application mobile, mais il n'y a rien de plus simple, Il suffit juste de savoir où est-ce que vous voulez positionner les différentes fonctionnalités que vous avez en tête et comment vous voulez qu'elles s'enchaînent. Comment vous voulez que la personne se connecte dans votre application, sur quel écran elle arrive une fois qu'elle s'est connectée et comment elle passe d'un écran à l'autre et pour faire quoi. Et donc ça, c'est tout à fait testable, c'est-à-dire que tu vas positionner tous ces différents éléments, tu vas faire une maquette et ensuite tu vas tester d'une part que tout est cohérent pour passer d'un écran à l'autre et puis tu vas tester aussi ensuite que sur chaque écran, les choses sont positionnées de manière organisée. Est-ce que c'est hiérarchisé? Est-ce qu'il n'y a pas là un bouton qui est énorme alors qu'en fait il a beaucoup moins d'importance? Est-ce que c'est malin de le positionner à tel ou tel endroit par rapport à l'usage qu'il va vraiment y avoir? Voilà, là on commence à rentrer dans des choses un peu techniques, mais en gros c'est l'idée de cette étape. Et ça, comment tu l'avais fait? Tu l'avais fait tout seul? Tu avais été rencontrer des gens pour qu'ils t'expliquent comment le faire? Ou tu t'étais dit un jour je me réveille, je fais des dessins, je vois et après je vais challenger? La toute première fois, ça s'est passé avec mon associé qui lui avait déjà fait ça et qui m'a expliqué comment ça allait se passer. Et ensuite, concrètement, on s'est posé une journée tous les deux. On avait la liste des fonctionnalités, on savait comment on voulait un peu organiser les choses. Et on s'est posé, on a dessiné les 10 premiers écrans de l'application dans la journée. Et ensuite, il s'agissait d'aller les montrer un maximum. Et là, on est dans la boucle où une fois que c'est réalisé, il faut vite aller tester justement pour voir si c'est bien ou pas. Et une fois qu'on a validé ça, on passe à l'étape suivante. Et alors si on remonte un petit peu sur l'étape suivante, c'est le développement technique, c'est-à-dire qu'on valide ces maquettes et là on se dit ok banco, on commence à développer techniquement. Qu'est-ce que ça veut dire développer techniquement une application à partir de maquettes? Juste, il y a une toute petite étape intermédiaire qui consiste à designer un tout petit peu les choses. Alors au début, encore une fois, le design ça peut être assez long et si vous voulez faire quelque chose d'hyper cohérent, etc., ça peut devenir coûteux et long. Donc la recommandation que moi je pourrais avoir, c'est qu'au tout début de votre projet, passez pas forcément trop de temps, d'énergie et autres sur le design parce que vous aurez le temps de la peaufiner après, même si encore une fois, il faut quelque chose de relativement cohérent et correct.
et pour pouvoir ensuite effectivement mettre là pour le coup arriver à l'étape du développement et à ce moment-là commencer à tester avec des utilisateurs en réel, avoir des transactions si possible. C'est un peu... Ok, alors le développement, quelles sont les différentes étapes que tu as pu avoir pour le développement tout à l'heure? Tu évoquais, il y avait une première tentative avant qui était externalisée en Inde ou en Indonésie. Mais si on reprend, avant de parler de cette option, celle de développer en France ou avec des contacts directs. Comment ça s'est passé? Quels sont Ça change tout d'avoir quelqu'un en interne à côté de soi tous les jours qui développe parce que ça dépend de votre profil après. Je ne sais pas trop quels sont les profils ici, si vous êtes plutôt développeur, si vous êtes designer ou si vous êtes au contraire plutôt, vous avez postulé à des écoles de commerce, donc j'imagine que vous avez un profil comme le nôtre, un peu. Il y en a qui savent coder peut-être? Okay. C'est le mec à voir. Non, mais du coup l'idée c'est de pouvoir à ce moment-là, encore une fois, comme je disais, itérer très vite. Donc le développeur, il va développer quelque chose. C'est super de l'avoir juste à côté parce que ça va permettre de faire des allers-retours très rapides entre ce que vous avez dessiné et ce que lui va développer. Et ensuite, vous d'aller rencontrer, faire tout le travail, d'aller rencontrer des utilisateurs potentiels, de prendre les retours et de lui donner, et de lui mâcher le travail pour que lui ensuite il puisse intégrer ça. Et cette boucle-là, c'est super important qu'elle soit hyper rapide. Et si vous êtes avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, qui ne parle pas votre langue, avec qui il y a du décalage horaire et avec qui il y a aussi un gap culturel, et qui en plus de ça n'est pas internalisé dans le projet mais que vous payez et qui a éventuellement d'autres projets ou autres, voilà, je vous fais pas de dessin mais ça devient vraiment compliqué. Alors toi Hugo, comment ça s'est passé sur un plan technique quand tu étais à l'EDEC? Tu disais, on s'est dit ok, il nous reste 6 mois avant de finir les cours, on va y aller à fond. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as été voir des banquiers et donc des avocats, des entrepreneurs aussi, aussi des maquettes graphiques, des maquettes de fonctionnalités. Et alors c'est vrai que nous, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a rejoint un incubateur. Dès le début? Ouais, en fait on n'avait même pas encore fini les cours, on avait déjà rejoint, fait 2 incubateurs même. Le premier incubateur c'était celui de l'EDEC, qui est un tout petit incubateur, mais qui était déjà, déjà des bons conseils qu'ils pouvaient nous donner là-bas. Et aussi, donc on était à Lille, un incubateur qui s'appelle Eura Technologies, qui est vraiment top. Et qu'est-ce que ça nous a apporté? La première chose, des bureaux, tout simplement parce que, alors moi je bosse pas du tout bien de chez moi. C'était pareil, que ce soit à l'école ou dans le boulot, j'y arrive pas. Donc c'était bien pour nous d'avoir des bureaux physiques. Ensuite, ça nous a apporté le fait que dans ces bureaux, comme c'est un incubateur, il y avait d'autres startups ou projets en création qui étaient là, et dont certains qui étaient, qui avaient 6 mois d'avance sur nous. Et en fait, c'est bien à chaque fois d'avoir un peu des mentors, et des mentors, c'est pas que Xavier Niel, c'est aussi des gens qui font comme vous, mais qui ont un tout petit peu plus d'avance. Et en fait, c'est bien d'avoir des mentors un peu à chaque étape. Donc des gens qui ont fait ce que vous avez fait, mais 6 mois avant vous, 2 ans avant vous, 5 ans avant vous, 10 ans avant vous. Et après, il y a Xavier Niel, quoi. Et donc, ça nous aide parce que ça nous aide dans le quotidien. C'est tiens, là, je bute sur un truc, t'as fait comment ça il y a 6 mois? Et puis, ils vont vous refiler des contacts, ils vont vous refiler plein de choses. Et notamment, c'est des gens qui, quand vous êtes en train de vous concentrer trop justement sur le design et pas assez sur les choses importantes, le mec, il va vous dire, écoute, arrête ton design et va déjà valider je sais pas quoi, tes étapes, etc., quoi. Et donc ça, c'était la première chose, c'est s'entourer. Et ensuite, les étapes, donc tout le monde nous disait, faites, alors il y a beaucoup de sigles dans l'entrepreneuriat, mais faites un MVP, en quelque sorte, c'est un produit minimum viable, et ça veut dire, c'est un peu, c'est l'étape prototype, faites un prototype. Et nous, c'était difficile de faire un prototype sur, comment faire en fait une transaction sans avoir vraiment une solution on ne pouvait pas prototyper une transaction sans avoir vraiment derrière mis en place un système de paiement. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où on a fait un prototype vraiment merdique, mais qui en fait n'en était pas un, puisque c'était plus un truc de compte qu'un truc de paiement. Et du coup, on a un peu perdu du temps à faire ça, mais c'était pas grave. Et résultat, notre premier prototype, c'était quand même déjà un produit un petit peu abouti. En revanche, il faut vous poser la question, est-ce que je peux en faire un? Et typiquement, il y a plein de services ou des applications qui en fait sont des services où vous pouvez faire ces MVP. Je prends une app au hasard, Menu Next Door, je ne sais pas si vous connaissez. C'est en gros des gens qui cuisinent chez eux, qui vont vendre ce qu'ils cuisinent à des gens qui ont faim, quoi. Voilà.
Et donc ça, avant de dire tiens j'ai une idée, c'est cool, je vais aller lancer une application qui va me coûter 30 000 balles, je vais lever des fonds, faire ceci, cela, et puis ensuite à la fin de tout ça, je vais prendre un premier chef et un premier mec qui a faim. Je vais d'abord faire un mec qui cuisine, un mec qui a faim, je vais les mettre en relation avec 3 voisins et je vais voir comment ils réagissent, est-ce que ça marche, etc. Et une fois que j'ai validé ça, que les gens sont contents et que potentiellement il y a un besoin, ensuite je vais faire le développement de l'application et tout le bordel qui va derrière. Pardon, j'arrête pas d'être vulgaire, je suis désolé. Et tout ce qui s'ensuit. Et donc voilà, c'est ça un peu la validation de MVP, c'est d'abord prototyper et ensuite mettre les moyens. Ça, juste pour te couper, pour revenir à l'oral, si certains d'entre vous parlent d'entretien de personnalité, de créer une application, c'est un point fort que vous pouvez donner au jury. Je vais d'abord essayer de faire un premier produit, un prototype, un MVP. Ça montre que vous avez un peu conscience des différentes étapes. C'est un bon moyen de dire, ok, je vais d'abord valider mes hypothèses, vérifier mon besoin, vérifier que c'est vraiment utile avant de me lancer dans un grand développement, une application totale. C'est un point assez important, je pense que vous pouvez préciser pour bien montrer que vous avez compris les enjeux d'une application. Ouais, MVP, c'est Most Viable Product. C'est un terme anglais en fait. C'est produit minimum viable, c'est ce que tu disais. Et alors, donc il y a ce MVP, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à rajouter. Non, mais au début, faites simple, faites avec vraiment les moyens du bord. En fait, je ne sais pas si vous êtes riche, pauvre, etc., mais faites comme si vous êtes pauvre quand vous commencez. Forcez-vous à être pauvre en fait, et parce que, voilà, j'ai vu pas mal d'entrepreneurs depuis 2 ans, et alors il y a ceux qui commencent déjà avec du pognon, soit parce qu'ils ont déjà bossé avant et qu'ils ont du coup pu accumuler un peu. Et en fait, le syndrome de l'entrepreneur qui commence avec trop d'argent et qui est inexpérimenté, il va tout de suite se payer des petits luxes qui en fait vont le ralentir. Et alors après, bon. Comme par exemple, ça y est, je commence ma startup, c'est ma première startup, ça fait 3 ans que je suis chez Deloitte ou 15 ans que je suis chez Deloitte, et ça y est, j'ai 50 000 balles de côté, je vais tout de suite me payer un super site, trop beau, etc. J'y connais rien, mais mon site il va être nickel. Et puis là, on me donne mon site, et on me dit c'est bon, il est à toi, et puis là, je suis là, j'ai passé 3 mois à fouetter un mec pour faire mon site, et puis j'ai dépensé 30 000 balles, et puis voilà, je sais pas comment ça marche. Comment on fait pour faire venir des clients, etc. Donc c'est ça un peu le syndrome du riche qui commence à entreprendre. En fait, il a brûlé des étapes, et en brûlant des étapes, il a perdu son temps parce que ça se trouve en fait son site, c'était pas celui-là qu'il fallait faire, et puis il faut recommencer depuis zéro, quoi. Autre exemple à ce sujet, c'est difficile de trouver un développeur. Avec de l'argent, c'est plus facile de le payer. On le paye super cher, sauf qu'au bout de 3 mois, il sera plus là, et que il faut continuer d'itérer sur le prototype, il faut continuer de l'améliorer. Et voilà, vous êtes bloqué, quoi. Vous n'avez pas fait la démarche un peu plus effectivement laborieuse d'aller chercher quelqu'un avec qui vous entendez bien, avec qui ça va bien marcher, avec qui vous allez vous inscrire dans la durée, mais vous allez avoir quelque chose plus rapidement. Mais en fait, c'est pas. Après, il faut quand même rapidement du pognon. Donc, voilà. Si vous en avez déjà d'avance, c'est bien. Mais on pourra reparler après de financement. C'est assez intéressant, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, JB, c'est sur comment choisir son associé. On a vu qu'il y avait plutôt des profils business dans la salle. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux se dire ok, j'ai un profil business, je vais mettre à moi-même essayer de coder pour faire mon premier produit au prototype? Est-ce qu'il vaut mieux aller prendre des cours de code? Ça, on sait qu'il y a différentes écoles, formation 42, le wagon, qui t'apprennent à des profils plutôt business à apprendre à coder. Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux trouver un type, et dans ce cas-là, pour être un associé qui sera un peu le premier développeur de la boîte, et sur quels critères le trouver et comment le choisir? Si je revenais un tout petit peu en arrière, moi je pense qu'aujourd'hui c'est absolument essentiel de connaître un peu la base du code. Alors ça ne veut pas dire être une machine, mais ça veut dire que je pense que si vous vous lancez dans un projet tech et de monter une application, savoir un peu ce qui se cache derrière avant même de se lancer, c'est un énorme avantage. Après, avec vos profils, ça ne veut pas dire que vous allez devenir le développeur de la boîte. Au contraire, et je pense qu'il faut plutôt capitaliser sur ses forces et que c'est de la diversité des profils qu'il y aura dans votre boîte et notamment sur les associés qui fera vraiment la force de votre projet au départ. Donc moi, je serais d'avis de dire que si vous avez l'opportunité de faire une petite formation au wagon ou ailleurs, ou même d'apprendre par vous-même à travers des cours en ligne par exemple, n'hésitez pas à le faire. Par contre, ensuite, sachez où sont vos forces et essayez de capitaliser là-dessus et de vous entourer au contraire de gens qui sont peut-être différents, qui ont d'autres compétences, et c'est la somme de ces compétences qui au début va vous permettre de monter un projet
hyper stable et hyper fort. Donc moi, je serais plutôt d'avis de dire qu'il ne faut pas... si vous ne savez pas du tout coder, ne vous imaginez pas des super développeurs d'ici 6 mois, 1 an, et cherchez plutôt à trouver une compétence un peu similaire. Et alors comment est-ce qu'on fait pour chercher cette compétence, ce profil rare? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il y a des choses pour le trouver et ensuite pour le sélectionner? Il y a la base, c'est votre entourage ou les gens qui sont proches de vous, des copains de copains, amis d'amis ou autres que vous avez l'occasion de rencontrer peut-être lors de soirées et autres. Si vous n'avez pas trop ça autour de vous, l'étape d'après, c'est d'aller effectivement à des événements comme en parlait Hugo, des startup week-ends, des événements que vous pouvez chercher en ligne ou autre, des meet-up, chercher à vous ouvrir un peu, de sortir de votre entourage ou des étudiants qui font un peu la même chose que vous, mais essayer d'aller voir dans les écoles d'ingénieurs et autres, voir si vous n'avez pas des amis d'amis ou alors à travers des événements, rencontrer vraiment des gens à l'étape en tout cas assez jeune. Et après, c'est activer votre réseau et montrer que vous êtes en train de chercher quelqu'un. Il y a plein de groupes sur Facebook aujourd'hui qui existent aussi avec des gens qui cherchent plus ou moins des associés. Il y a LinkedIn qui est un super moyen aussi d'aller chercher un peu des profils ou des gens qui peuvent avoir éventuellement envie de monter un projet. Donc voilà, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis et puis faire plein de rencontres, plein de cafés, plein d'événements. Puis à un moment donné, le match, moi en tout cas, finit par tomber. Et toi Hugo, ce match aussi a fini par tomber, mais comment tu as eu rapidement la certitude que c'était le bon associé, le bon type? Nous, on a commencé à bosser donc, tous les trois avec Constantin et Victor, donc je disais en janvier 2014, et on a créé la boîte vraiment juridiquement en octobre 2014. Donc en fait, il s'est passé, octobre, ça fait 10 mois, pendant lesquels on a juste bossé ensemble, et on était associés voilà, sur le projet, mais on n'était pas légalement associés. Et donc, en fait, je pense que surtout si vous faites des applications mobiles, ça prend un peu de temps, etc. Vous n'êtes pas obligé de commencer à bosser et le premier jour créer une structure juridique, une boîte, etc. Et donc ce qui se passe, c'est que d'ailleurs nous on avait commencé avec 2 autres personnes qui ne sont pas restées en fait, une parce que en fait ça lui plaisait pas et l'autre parce qu'en fait il avait envie de faire autre chose aussi. Enfin bref. Et donc les gens avec qui vous commencez à les premières itérations, les premières lignes de code ou les premières griffonnage de business plan, etc. C'est pas forcément ceux qui seront encore 3 semaines, 6 mois plus tard sur le projet. Et ce qui est important, c'est de commencer à bosser. Et nous, on a eu une super chance. Il se trouve que les 2 personnes avec qui j'ai commencé à bosser, c'est celles qui sont toujours avec moi aujourd'hui. Mais voilà, commencez à bosser, faites confiance. La personne, assez vite, vous allez vous rendre compte si c'est la bonne ou pas, quoi. On dit toujours, l'association, c'est comme le mariage. Hein. Et pour le coup, je passe plus de temps avec mes associés qu'avec ma nana, donc c'est pire en fait. Après, on a fait c'était le réseau Entrepreneur, c'est un réseau d'entrepreneurs qui nous avait fait passer des tests aussi de compatibilité de personnalité. En fait, on n'allait pas à l'issue des tests se séparer ou pas, mais c'est important de bien connaître les personnes avec qui on bosse, surtout les associés, et d'essayer d'en apprendre le maximum sur eux, non pas pour essayer de les contrôler, mais juste pour justement, quand on connaît bien leur personnalité, leur réaction, on va savoir, voilà, par exemple, je sais, s'il a cette tronche ce matin-là, je sais que je ne peux pas aller le faire chier avant 11h, et puis je ne vais pas forcément, du coup, aller le faire chier avant 11h, quoi. Et ça permet de bien bosser ensemble, bien vivre ensemble, et d'avancer tous sereinement sur le projet. Et alors, comment vous êtes répartis les rôles, parce que vous êtes 3 Constantin et toi, vous avez la même formation. Ouais. Comment vous êtes dit qui prend quoi? En fait, le rôle de Victor, il était assez clair, hein, parce que pardon, je touche au micro. Le rôle de Victor, il était assez clair parce que c'est lui qui était développeur et nous, non. Donc ça, c'était simple. Au tout départ, il y avait un mec aussi, on était 4, qui lui faisait justement, on en parlait tout à l'heure du design un peu de l'appli. C'était à l'époque, on était encore étudiants. Donc il y avait un développeur, un designer, et Constantin et moi. En fait, on allait beaucoup en rendez-vous à ce moment-là, on rencontrait les gens. Ensuite, il y a eu, il fallait qu'on écrive un business plan, et donc ça, on s'est un peu divisé le travail. Voilà, je sais pas, il fallait qu'on fasse une étude de marché, on a fait ça. Il fallait qu'on fasse, il y avait des tas de choses. Fallait construire aussi, on va dire le produit. Enfin, même quand on n'est pas développeur, il faut quand même penser le produit. Il y a 2 choses sur le produit, c'est des mots que vous allez entendre, après c'est UX et UI. UX ça veut dire User Experience et UI ça veut dire User Interface.
Et pour donner une comparaison que j'aime bien, c'est comme architecte et architecte d'intérieur. Ça veut dire vous pouvez avoir le meilleur architecte d'intérieur, mais si les chiottes sont au milieu de la cuisine, eh ben, ça ne sera pas beau comme maison. Et donc, il faut, dans les profils, il faut bien faire attention à ce que vous ayez quelqu'un qui ne vous construise pas des chiottes au milieu de la cuisine dans votre appli. Et donc ça, c'était aussi un peu mon rôle. Et après, petit à petit, avec Constantin, en fait, c'était pas tiens, toi tu feras ça et moi je ferai ça. C'était plus au quotidien. Il y a tout ça à faire. On coupe en deux, quoi. Et maintenant, ça fait 2 ans quasiment. Et lui, il a un rôle où il s'occupe plus du bizdev et de la levée on va dire des levées de fonds. Et moi, de la partie produit et marketing. Okay. Et toi, JB, comment tu t'es réparti avec ton associé principal et les autres personnes qui t'aident dans cette aventure? Moi, il y a mon associé qui est un polytechnicien suisse qui, lui, clairement, avait déjà monté un logiciel pour une banque, une grande banque, avec qui j'ai été mis en relation par un ancien prof, et qui, lui, gère toute la partie back-office, donc toute la partie serveur, toute la partie intelligence qui consiste à collecter les images des différentes chaînes et autres, et ensuite pouvoir les diffuser, et aussi récupérer un certain nombre de statistiques associées à ce qui est diffusé pour pouvoir ensuite mettre de l'intelligence. Et il y a un développeur maintenant qui est développeur Android. Donc là aussi, nous, au départ, ça n'a pas été évident parce qu'on a travaillé avec différents développeurs avec qui les expériences ont été diverses. Et là encore, je rejoins ce que disait Hugo, c'est qu'il n'y a pas toujours un très bon fit. Donc plus vite on peut se mettre à travailler avec les personnes pour voir ce qui ressort concrètement, mieux c'est. Et là, depuis maintenant 6 mois, on n'a pas encore contractualisé avec lui, mais on travaille avec un développeur que j'avais rencontré il y a 1 an et demi à un café, développeur avec qui j'avais été mis en relation par un ancien ami de lycée. Donc vous voyez comme ça peut aller loin dans ma période de recherche d'associé technique au départ. Et cette personne-là finissait son doctorat et donc il y a 6 mois de ça, je lui ai remis en avant le projet sur lequel on travaillait déjà depuis 6 mois. Il m'a dit bah voilà, maintenant moi j'ai vraiment envie de vous filer un coup de main, je vois que ça se passe pas très bien avec vos développeurs, on y va. Et voilà, et on travaille depuis 6 mois et il a restabilisé toute l'application, il l'a largement améliorée et depuis 4 mois on peut tester réellement avec des utilisateurs. Alors l'application n'est pas encore suffisamment stable pour qu'on la partage en public. Mais il y a vraiment d'énormes progrès et on commence à pas mal toucher au but. Donc j'espère que vous pourrez voir la communication et l'application se lancer très bientôt. C'est cool. C'est assez marrant parce que là, on parlait du but, on va parler de l'ambition. Mais juste avant ça, si on revient sur le cadre, on dirait qu'une application, si on a les idées, il y a une question qui revient souvent, c'est combien de temps ça met pour développer une application? Je pense que c'est une question à laquelle il est impossible de répondre si tu ne connais pas le but, les fonctionnalités et les différentes interfaces qui vont sur l'application. Mais pour avoir un peu un ordre d'idée ou une fourchette de temps et de coût, si aujourd'hui une application assez simple, une application qu'on connaît tous, je crois que c'est l'application de Facebook, je crois qu'on dit que c'est plusieurs millions d'euros avec des ingénieurs, une batterie d'ingénieurs. Mais une petite application très simple, la tienne aujourd'hui, tu auras le bon ingénieur, le bon produit, tu saurais vraiment ce que tu voudrais faire. Tu penses que 2 développeurs qui ont un niveau correct peuvent la développer en combien de temps par exemple? Pour faire un premier produit, tu vois. Ouais, en 2, honnêtement, ça peut aller très vite. Une fois que vous avez tous les écrans, que vous savez effectivement ce que vous voulez développer, en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, l'affaire peut être pliée. Une fois que vous savez exactement ce que vous voulez faire, mais toutes les étapes avant peuvent prendre pas mal de temps en fait. Donc ce qui prend presque le plus de temps, c'est de choisir, de se dire, d'imaginer qu'est-ce qu'on va faire et de itérer comme tu le disais. C'est souvent ça, ouais. Okay. Toi Hugo, tu penses qu'aussi une application, on peut en sortir une en quelques semaines? Ouais, c'est vrai. Les applications sont encore plus ou moins complexes. Ça dépend combien il y a de fonctionnalités, combien il y a de pages, combien il y a de ceci, cela, qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce qu'une application, finalement, c'est une interface. Après, c'est développer une application, est-ce que c'est développer l'interface ou est-ce que c'est aussi développer tout le back-end, ce qu'il y a derrière, etc. Donc, c'est vrai que c'est une question sans réponse, ça c'est clair. Et après, ça dépend qui vous mettez dessus. Est-ce que vous allez voir une agence qui a 50 développeurs et qui les met tous dessus, ou est-ce que vous êtes un mec dans son garage? Voilà, c'est pour toutes ces raisons qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Maintenant, voilà, si on prend le truc un peu classique où vous démarrez avec 1 ou 2 développeurs, ce qui va le plus vous ralentir, c'est vrai que ça va être de prendre des décisions. Il y a des gens qui savent prendre des décisions très vite et il y a des gens qui mettent 1 semaine à dire « Ah non, ce bouton, je veux pas qu'il soit carré, je veux qu'il soit rond. Ah non, 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 je me suis trompé » et bon, ça n'avance pas et ça peut prendre
des mois, voire ne jamais aboutir. Donc voilà. Mais ça, oui, on peut sortir une application en quelques semaines, mois. Après, il y a une deuxième contrainte, c'est qu'une application, si je veux en créer une d'aujourd'hui, est-ce qu'il faut que comme il y a Apple et Android et même Windows Phone, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que je code plusieurs applications? Est-ce que je peux les mutualiser? Et puis après, comment est-ce que je fais pour, une fois que j'ai mon application sur mon ordinateur, faire en sorte que tu puisses la télécharger sur un store, l'Apple Store ou un autre? Alors déjà sur la question donc, des différents OS, donc c'est des operating systems iOS, Android, Windows. Il y a deux solutions, soit donc ils ont tous des langages qu'on appelle natifs, donc si vous voulez développer une application iOS, il faut savoir faire de l'Objective-C, du Java pour de l'Android, etc. Et donc soit vous vous dites je vais faire des applications natives, donc je vais utiliser chaque langage pour chaque application, et donc vous vous retrouvez à développer plusieurs applications qui sont complètement séparées, donc elles peuvent se ressembler, mais c'est deux codes qui se touchent pas, quoi, qui sont complètement à part. Soit vous prenez ce qu'on appelle un framework, et donc il en existe plusieurs, par exemple sur le mobile, où là vous pouvez développer un code, et ensuite ce code va aller s'adapter en quelque sorte aux OS, donc aux operating systems des différentes marques de téléphone, constructeurs de téléphone. Et donc vous allez avoir une application, vous allez coder une app et maintenir une app qui va être prenable sur des différents stores. Et alors quand on veut pousser une application sur le store, peut-être JB, c'est ce qui va t'arriver, quand tu vas décider de sortir l'application sur le store en Android, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les étapes? Est-ce que tu as juste un jour à uploader ton fichier et 10 jours plus tard ou 3 jours plus tard, tu peux le télécharger? Ou est-ce qu'il y a des vérifications qui vont être faites? Sur le Play Store, c'est très rapide. Franchement, il s'agit d'uploader un fichier, d'attendre les validations de Google et que ce soit live sur les serveurs, mais ça peut prendre ça prend quelques jours. Je ne suis pas un spécialiste d'iOS, mais je crois qu'il y a beaucoup plus de validations et que ça peut prendre beaucoup plus de temps. Je confirme, Apple, c'est super pénible. Ça peut prendre, la toute première, en général, ça prend au moins 15 jours, ils prennent 15 jours à la valider. Ensuite, c'est des cycles. Alors, ça dépend des périodes. Quand ils viennent de sortir un nouvel OS, là, ça rallonge les cycles parce que déjà, beaucoup plus de monde resoumettent des applications pour, on va dire, les grandes applis resoumettent des nouvelles versions qui prennent en compte les nouvelles fonctionnalités de l'OS, etc. Donc, bon, là, ça peut. Les jours de validation s'allongent. Ça dure combien de temps? Une semaine? Ça peut durer 15 jours. D'accord. Donc ça peut durer à un moment donné, je sais pas, j'ai un bug sur mon appli, il faut que je le corrige. Et en fait, sur Apple ou comme sur Android, si je veux corriger mon bug, il faut que je resoumette une version. Et là, si c'est donc sur Android, maintenant ça met quelques heures. Sur Apple, ça peut mettre 15 jours. Et donc on reste 15 jours avec un bug. Et ça peut être hyper frustrant. Et donc voilà, maintenant il faut bien prévoir, dès qu'on sort une version, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de bug, etc. Et ça, Apple est bien pour ça parce que ça vous arrive une fois, vous faites gaffe pour les fois suivantes, quoi. Donc voilà pour la méthode pour charger les applications. Et donc juste qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cahier des charges. Donc par exemple sur Apple, le cahier des charges est hyper strict. Donc ils vont dire si vous ne respectez pas une des conditions du cahier des charges, votre app elle sort pas sur le store et puis c'est tout, quoi. Et alors maintenant qu'on a compris un peu l'application, moi j'aimerais parler rapidement de l'ambition que vous avez et du business model. On peut commencer sur le business model. Moi je me souviens, on avait parlé en 2014 et tu avais l'honnêteté de me dire quelque chose qui peut paraître un peu fou, en tout cas qui était mon parent qui m'avait pitché ton projet. C'est comment est-ce qu'ils vont faire de l'argent? Et tu m'avais répondu je sais pas, je crois. En fait, oui et non. En fait, finalement, le business model est très corrélé à l'ambition, mais commençons par le business model. Nous, quand on a sorti Pumpkin, on a imaginé que on allait mettre une commission au moment où les gens ils téléchargent l'appli gratuitement, ils font leur première transaction gratuitement, puis d'un coup, ça y est, j'ai envoyé à Hugues 20 €, Hugues veut remettre les 20 € sur son compte BNP, et bien là, Pumpkin allait prendre une petite commission de quelques pourcents, et c'est comme ça qu'on gagnerait de l'argent. Et en fait, il s'est passé deux choses. Donc on a mis ça en place pendant la version bêta en juillet-août 2014. Et puis il s'est passé deux choses. La première, c'est que ensuite on a un peu plus, on a parlé aux utilisateurs. Ils disaient Pumpkin c'est très cool, mais dès que j'en parle à quelqu'un, il me dit écoute franchement, je te dois 10 €, je vais tirer à la banque 10 €, et puis au moins tu as 10 € qui arrivent dans la main. On va pas se faire chier à se faire manger une commission. Et même si on parle de 2%, on parle de 20 centimes sur 10 €, c'était même tellement plus pratique que Pumpkin. Et ben non, les gens n'étaient pas prêts, c'était psychologiquement,
Pour eux, le mobile c'est gratuit, l'argent c'est gratuit, donc non. Et ils ne voulaient pas. Et la deuxième chose, c'est que ensuite, donc on a reposé vraiment le modèle sur des Excel, etc. On a tiré les chiffres, tiré les courbes, et on regardait, franchement, on gagnait que dalle quoi, par rapport à ce que ça nous coûtait. Donc on s'est dit, bon, soit on arrête, parce qu'on se dit que le business model est par terre, c'est nul, et donc voilà. On arrête le projet. Soit on arrête tout, quoi, voilà. Soit on se dit, bah, franchement, là, il y a quand même 200 personnes qui ont téléchargé l'application en un mois. On voit ce qui se passe. Enfin, pour l'instant, on laisse comme ça, puis on voit ce qui se passe. On a quand même un projet qui est intéressant. Et voilà. Et donc, on est parti sur la deuxième option, on voit ce qui se passe. Et on a eu un truc qui est super cool, c'est on a eu de la traction. La traction, c'est justement c'est un modèle qui marche, c'est beaucoup d'inscriptions, etc. Donc, et en fait, la traction amène de l'intérêt et de la confiance auprès d'acteurs, je sais pas, des acteurs régionaux qui sont là pour apporter du financement, et des business angels, etc. Et donc, personne ne sait pourquoi tout le monde télécharge Pumpkin, mais tout le monde télécharge Pumpkin, et donc on est curieux. Et on attend de voir ce qui se passe. Et donc, en fait, ça nous a permis de lever des subventions, des fonds, des prêts d'honneur, etc. Donc, tout d'un coup, on s'est retrouvés, nous, en septembre 2014, on avait 80 000 euros sur le compte, qui n'était pas spécialement notre pognon. Et en plus, on avait une subvention qui nous versait un salaire pendant 9 mois. Donc on se dit, bah, franchement, on est payé, on s'en fout d'avoir un business model. On a 9 mois pour jouer avec notre petite app, quoi. Et au bout de 9 mois, en revanche, on avait vraiment une belle épée de Damoclès, parce qu'au bout de 9 mois, on n'avait plus de salaire, tout s'arrêtait, quoi. Et donc on s'est dit, bah, clairement, en 9 mois, on n'aura pas rentabilisé Pumpkin. En revanche, on a peut-être la possibilité de, on va dire, aller suffisamment loin pour convaincre les investisseurs d'investir dans Pumpkin. Et c'est comme ça que début mai 2015, on avait levé 320 000 euros, plus quasiment 300 000 euros de subventions, etc. Et donc, tout d'un coup, on se retrouvait avec 600 000 euros de budget pour continuer à jouer. Et on avait, à ce moment-là, on avait un peu mieux bossé le business model, mais franchement, ça cassait pas 3 pattes à un canard. Et c'était pas non plus très bon. D'ailleurs, donc on s'est dit on va faire du paiement pour les professionnels. Et en fait, les professionnels, ils en voulaient pas, mais entre-temps, on avait quand même levé 320 000 euros, donc c'était bien. Et voilà. Et puis là, on a refait le coup. On a levé, on est en train de terminer une levée de fonds d'1,5 million. Et cette fois-ci, on a raconté à nos investisseurs que ce qu'on voulait faire, c'était pas donner une application de paiement à des pros, mais qu'on voulait faire de la banque. Et bon, en fait, là, on y croit vraiment. Et c'est ça le modèle maintenant pour nous. C'est en fait, comment on est venu là, c'est qu'en fait, en étant 1 an et demi dans le paiement, on a rencontré encore tout un tas d'acteurs, encore des banquiers, mais cette fois-ci, ils avaient un peu plus d'intérêt pour nous. Et on s'est rendu compte, on a creusé notre secteur, on a creusé la chaîne de valeur, on a creusé les problèmes qu'il peut y avoir justement dans la banque, etc. On a trouvé 2 problèmes. C'était 1, le réseau de distribution. 2, le problème lié à l'innovation. On s'est dit, nous, on a un réseau de distribution, on sait innover, on peut faire de la banque. Et puis, on a raconté ça à les investisseurs. Et là, ils ont dit, allez, on y va. Et en fait, concrètement, on n'a toujours pas vérifié vraiment le business model qui va se mettre en place, qui va encore mettre plus d'1 an à se mettre en place à partir de maintenant. C'est énorme de pouvoir avoir de l'argent sans même pouvoir le vérifier, mais c'est bien ce que tu dis, le principe de la traction. La traction, tu peux la montrer dès le début, c'est un peu aussi le rôle du prototype que tu peux faire très rapidement, montrer qu'il y a un intérêt, montrer que ça peut marcher. Et en fait, donc il y avait 2 trucs, il y avait 2 corollaires qui étaient le business model en quelque sorte et l'ambition. Et j'en rajouterai une 3e, c'est la confiance. Mais à partir du moment où on a une équipe fondatrice qui a de l'ambition, qui a quand même une idée derrière la tête, on va dire, de modèle économique et qui inspire de la confiance, à ce moment-là, vous avez tout gagné, tout le monde va vous suivre et c'est parfait. Mais en revanche, s'il manque une des 3 corollaires, à ce moment-là, ça va être plus difficile, quoi. Et alors toi, j'y vais, le business model, est-ce que tu y penses déjà ou est-ce que tu fais un peu le pari d'Hugo de se dire je sors, j'ai de l'attraction et après je verrai un petit peu, même si je suis sûr que tu as quand même une petite idée derrière la tête. Ouais, mais c'est vrai que moi, sans faire de mauvais mots, mais c'est la même idée qu'Hugo. C'est que je pense qu'aujourd'hui, nous, le deal, c'est d'abord se concentrer sur l'utilisateur et sur lui fournir une expérience unique pour lui montrer, arriver à prouver que cette expérience, elle apporte plus de valeur qu'une autre pour découvrir ce qui nous intéresse
et nous donner des idées et nous permettre d'avoir une idée dans une discussion le soir, d'avoir une idée de voyage et autres sans quasiment faire d'efforts. Et ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est après le business model viendra. Aujourd'hui, que ce soit tous les grands réseaux, Facebook, Pinterest, Instagram, on sait que c'est souvent le contenu sponsorisé qui est venu faire leur modèle et puis indirectement la publicité. Donc sur quelque chose comme nous, c'est sûr que le jour où il y a une certaine audience, ce qui peut venir, c'est simplement de mettre effectivement, plutôt que ce soit une image d'un très beau bâtiment d'architecture, ça va être ou alors si vous êtes abonné à une chaîne, je sais pas moi, de design d'intérieur, plutôt que ce soit un blogueur ou un de vos amis qui est passionné de ça, qui vous propose sur sa chaîne de ce genre de contenu, demain ce sera en fait Ikea qui va vous mettre un truc hyper joli mais qui sera tout simplement sponsorisé. Et peut-être que ça vous plaira et peut-être que ça vous plaira pas, mais en tout cas, nous, on arrivera à gagner un peu d'argent comme ça. Ça, honnêtement, c'est le modèle qui sera certainement le plus lucratif, mais encore une fois, tant qu'on n'a même pas un peu d'audience, ça sert à rien de parler de business model, en tout cas dans notre cas à nous. Et le pari qu'on fait, c'est du coup d'abord d'aller montrer que ça marche et de plaire à un certain nombre de personnes. Et ensuite, on essaiera de lever un peu de fonds et puis de survivre jusqu'à ce qu'on arrive à mettre en place un business model concret. Mais Facebook a fonctionné comme ça pendant un bon moment. Hein. C'est cool. Et j'ai une chose à ajouter, c'est pas parce que vous n'avez pas encore votre business model que vous pouvez pas gagner d'argent. Il y a des tas de boîtes qui ont leur produit qui lui est pas forcément rentable, mais on peut carrément avoir 2-3 autres petites activités qui elles sont plus lucratives à côté. Donc il y a plein de moyens de gagner un peu de sous, ou alors d'aller en prendre ailleurs. Et pour la petite histoire, le fondateur de Blablacar, Frédéric Mazella, ils ont testé 6 business models avant d'installer leur business model actuel. Et donc, c'est vraiment, on peut avoir une idée quand on commence de business model, le tester, ensuite le trouver nul ou le trouver pas assez ambitieux, en mettre un autre en place, 6 fois avant que ça marche, c'est possible. Pour juste rajouter un tout petit élément, un truc qu'on m'a souvent, moi, quand j'ai rencontré des business angels et autres, discuté, et qu'on a souvent mis en avant, c'est avant tout la priorité au départ, c'est de créer de la valeur quelque part, quoi, et de montrer que votre produit, ce que vous faites, ça apporte de la valeur à des gens et que ces gens-là, soit ils l'utilisent, soit ils achètent, quel que soit ce qu'il y a derrière. Et une fois que vous aurez prouvé ça et pour un certain volume, les choses viendront entre guillemets naturellement. Alors bien sûr, il faut avoir l'idée de business model un peu derrière la tête, mais avant tout être focus sur la création de valeur en fait, de quelque chose qui apporte de la valeur aux gens. Moi j'aimerais juste, avant qu'on conclue pour laisser le temps aux questions, avec une dernière question que je vais vous poser moi, mais c'est que tu expliques cette notion qui est importante, je pense, pour quand on veut être entrepreneur, c'est celle du pivot. Parce qu'on n'a pas le temps d'en l'aborder, c'est toi qui m'avais appris cette notion. Qu'est-ce que c'est qu'un pivot et comment ça peut être utile si je veux monter une appli? Comment ça peut marcher? En fait, le concept du pivot de manière générale, il peut être vrai pour le concept, pour le produit, pour des fonctionnalités qu'on avait envisagées qu'on va changer, pour le business model, comme le disait Hugo, Blablacar a essayé 6 pistes de business model et à chaque fois on pourrait dire qu'ils ont pivoté pour switcher. Donc pivoter, ça veut juste dire évoluer stratégiquement sur un des points de votre business ou de ce que vous faites et vous avez décidé de choisir une voie et en fait vous en choisissez une autre. Et c'est assez fondamental d'avoir en tête que en fait ce que vous allez construire va pas être linéaire en fait et que vous allez avoir une idée de base et qu'en fait cette idée de base elle va évoluer et puis elle va jongler comme ça. Ce qui est important de se dire, c'est pas de se dire de toute façon si elle va tout le temps évoluer, ça veut dire qu'à un moment T, si je prends cette décision A ou B, c'est pas important. Non, c'est toujours super important de se demander pourquoi A ou B ou voire plus et encore une fois d'avoir la force de décision, de décider rapidement et de croire à cette option et d'y aller jusqu'au bout et de pouvoir tester assez rapidement pourquoi elle marche ou pourquoi elle marche pas pour éventuellement évoluer. Et pour moi, ce qui fait la force d'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui va être capable de, effectivement, comme disait Hugo avant, de décider assez vite pour pouvoir tester concrètement et pour pouvoir assez vite avoir un retour effectif sur est-ce que ça marche ou ça marche pas, pour pouvoir ensuite évoluer et se dire maintenant il faut en fait pivoter. Parfait, merci beaucoup.
Alors, on va terminer cette présentation par une question un petit peu pour revenir à l'entretien, vu qu'on se trouve place d'entretien de personnalité. La première chose que je vous pose à tous les deux, c'est quel conseil que vous donneriez avant de passer à l'entretien de personnalité. Je pense que vous êtes tous les deux membres de jury de personnalité, enfin de personnalité. Quel conseil que vous donnez en tant qu'ancien juré? La deuxième, c'est quelle est la question la plus difficile, compliquée qu'on vous a posée ou que vous avez entendu parler dans un entretien de personnalité ou même que vous aimiez poser, à laquelle on pourrait se préparer. Je ne sais pas lequel de vous deux veut commencer sur un de nos points peut-être, pas les deux. Moi j'ai un conseil en entretien. Alors il y a deux choses. Les entretiens de personnalité, c'est hyper bête à dire, mais n'oubliez pas que c'est un entretien de personnalité. Donc si on vous demande en entretien de personnalité, qu'est-ce que c'est pour toi le marketing, ne sortez pas, le marketing c'est les 5 P, je ne les connais même plus, mais parce que ça, qu'est-ce qui vient de se passer? Vous êtes un entretien de personnalité, en fait vous répondez à une question théorique. L'entretien de personnalité, vous êtes là pour parler de vous. Donc si vous répondez le marketing, c'est le placement, le machin, vous n'avez pas parlé de vous. Et donc, parler de vous, il y a une super manière de le faire, c'est sous forme de, en anglais storytelling, en français anecdote. Donc ce que vous pouvez faire, c'est sur un papier, vous mappez, donc vous posez sur un papier toutes vos expériences, celles qui sont sur votre CV, mais celles qui n'y sont pas forcément, toutes vos traits de personnalité, et sous chacune, vous trouvez une histoire qui va la raconter. Et ça évite d'avoir un entretien qui est super plat. Et donc, je sais pas, pour donner un exemple, vous avez sur votre CV que vous avez bossé, je sais pas, 5 mois en tant que serveur et que vous avez fait ça parce que ça vous permettait de gagner de l'argent. Eh ben, il y a deux manières de le raconter. C'est oui, alors c'était super, j'étais serveur, ou alors j'ai bossé chez McDonald's. Alors important, là-bas, on est tous très motivés, on sert des burgers et tout ça. Finalement, la personne que vous avez en face de vous, c'est moi, c'est JB, c'est Hugues. On sait ce que c'est que de bosser au McDonald's, même si on n'a peut-être jamais bossé au McDonald's. Et en fait, ce que vous dites là, ça ne nous apprend rien sur vous. En revanche, dites-nous, j'avais un patron qui était hyper colérique, ou je sais pas, enfin, racontez une anecdote qui va nous apprendre quelque chose sur vous et qui en plus va être intéressante. Et en plus, le truc génial quand vous racontez une histoire, c'est que, comme c'est une histoire, elle a un début et une fin. Et donc, vous n'allez pas faire ce que je suis en train de faire, à savoir commencer à parler trop sans savoir où vous arrêter. Et la deuxième chose, c'est que vous n'allez pas être stressé en la racontant puisque c'est votre histoire. Et donc, vous allez être super naturel. Je vais rajouter une troisième chose qui est géniale en entretien si vous le faites, c'est donner l'impression que c'est le jury qui dirige l'entretien. Donc, avant de raconter l'histoire du McDo sur le patron colérique, vous pouvez dire j'ai travaillé chez McDo et j'ai découvert une ambiance de management, que les ambiances du management pouvaient être très particulières. Et là, vous faites un grand silence. Vous êtes sûr que le jury, avec un teaser pareil, va vous dire ah bon, c'est vrai, racontez-nous qu'est-ce qui vous arrive. Et là, le jury, il a l'impression que c'est lui qui dirige l'entretien. Alors que qui dirige derrière, c'est bien vous. Et là, vous avez l'anecdote, elle est géniale et vous pouvez continuer à avancer, vous marquez des points. Le but étant toujours que quand le jury sort de la salle, il a vu 10 candidats dans la journée, mais il se souvient que d'un seul, c'est vous en train de vous faire engueuler par un boss colérique qui vous jetait des Big Mac à la figure. Ça, c'est génial. Et là, vous avez réussi, là, vous êtes gagné, vous êtes sûr que vous êtes pris dans l'école. JB, est-ce que tu as un autre conseil Non, mais pour rajouter effectivement à la dimension parler de vous en fait, pas parler de choses générales. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Pareil, essayer de maîtriser l'entretien, comme ce que disait Hugues, c'est super important. Et le dernier, qui est peut-être le moins évident, mais qu'il faut arriver à faire en amont, c'est arriver à essayer de donner un fil directeur, une sorte de cohérence sur qui vous êtes et vers où vous allez. En fait, pour donner l'impression que voilà, vous maîtrisez votre parcours, vous savez où vous allez et que vous êtes en train de construire quelque chose de cohérent. Et ça, c'est moins facile à faire parce que c'est plus dans la préparation, mais c'est souvent quelque chose qui ressort et qui, en général, ressort de manière positive. Si vous arrivez à bien organiser vos idées, à bien organiser vos envies, ce que vous allez faire dans la vie et pourquoi vous les faites en fait, et à démontrer ça, en général, l'impression est plutôt positive à la fin d'un entretien. Il y a une impression de clarté qui est assez agréable. Super, et alors pour conclure, la question la plus traite, la plus vislarde ou celle que tu préfères, une question d'entretien qui t'a marqué? Pour moi, un jury qui pose une question vislarde, c'est un jury qui s'emmerde. Clairement, ça veut dire que vous l'avez déjà paumé. Et c'est ce que disait JB, c'est à vous de maîtriser l'entretien pour éviter qu'il ait à vous poser comme question, je sais pas, combien on peut mettre
balle de ping-pong dans cette pièce, franchement, ou alors bon, ils avaient peut-être prévu de poser en alors, avance, mais moi, c'est plutôt l'impression inverse, c'est que le jury est plutôt une là parce qu'il veut aller jusqu'au bout et il veut garder la main et réussir à le piéger. ouais, bon, il y a plusieurs types de jurés alors. Alors, est-ce qu'il y a une question que tu poses en entretien et que tu aimes bien poser, qui te donne beaucoup de choses, beaucoup d'infos? Ce que j'aime bien poser en entretien, moi en fait c'est ce que j'aime bien c'est laisser la personne se présenter puis ensuite faire un peu l'enfant et dire pourquoi. Et un peu comme un gamin de 5 ans, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et en fait, pour voir jusqu'où la personne va aller, et puis si à un moment donné, elle va trouver ça absurde et essayer de changer de sujet ou continuer à donner des pourquoi éternellement. Et c'est un petit jeu qui est assez marrant. Et c'est vrai, quand on voit beaucoup de candidats, on a besoin de s'occuper de temps en temps, et donc on va jouer. Et moi, j'aime bien jouer comme ça, par exemple. Ouais, j'ai pas de trucs qui me viennent comme ça, mais en soi, c'est toujours pareil. C'est donner l'impression que, il y a une relation dominant-dominé. Et là, comme le disait Hugo avant, on va vous pousser. Pourquoi? On va vous pousser dans un jeu, et on va chercher à savoir aussi à connaître votre discernement et voir votre capacité à réagir dans une discussion lambda. Et soit vous arrivez à avoir la bonne pirouette et vous arrivez à avoir l'intelligence de voir comment se passe l'entretien sans être hyper timoré et stressé. Soit malheureusement vous tombez dans les pièges, et j'avoue que ça forcément c'est des choses que font les jurys, certes pour peut-être s'amuser, mais aussi parce que ça permet de déceler un peu les personnalités qui se cachent derrière vous. Oui, mais une dernière que j'aimerais vous partager, c'est celle de la question du fait d'actualité qui est hyper classique, mais qui est géniale dans un jury parce que on la pose à tous les étudiants. On peut tous les comparer sur cette même question parce qu'elle est totalement, la réponse qu'on peut apporter est totalement décorrélée de l'expérience que tu as eue avant, de ton âge, de tes passions. Tout le monde a un fait d'actualité qui l'intéresse, qui l'a marqué, qui le perturbe en ce moment, mais c'est de voir comment est-ce que la personne le raconte, comment est-ce que la personne l'a choisi et comment est-ce que la personne l'explique et peut parler du sujet. L'autre jour, j'ai eu un entretien qui me dit ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la crise des religions au Balkan. Je regarde et je me dis ok, c'est super, j'y connais rien, tu vas m'expliquer. Le type m'a dit que la Russie est au Balkan. Bon, dommage, dans ce cas-là, tu ne choisis pas ce fait. Par contre, ce matin, je faisais passer un entretien et quelqu'un m'a parlé des JO qui me perturbaient beaucoup parce que c'était un passionné de sport. Et pour savoir comment allaient se passer les JO au Brésil, après, il a fait des parallèles avec comment se sont passés les JO et comment est-ce qu'on a réhabilité les lieux à Londres et en Grèce. C'était passionnant, j'ai eu 3 minutes où j'avais un passionné devant moi qui me racontait de part, en partant d'un fait d'actualité, et plein de choses géniales. Et il a terminé en me disant mon projet professionnel, c'est de travailler chez Decathlon. Le mec m'a eu, j'ai trouvé ça génial. Donc vraiment, essayez de travailler cette petite question, qu'il y a de grandes chances qu'on vous pose, au moins une chance sur deux à chaque entretien. Préparez-la bien, trouvez le fait d'actualité qui vous marque, qui vous plaît. Dernier point que j'ai envie de vous donner là-dessus, c'est que moi un jour on m'a posé la question, quel est le fait d'actualité qui vous bouleverse? Alors là, cette question je ne l'avais pas préparée. Celui qui m'a marqué, oui, mais qui me bouleverse, qui me révolte, j'avais rien. Et bien dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire un grand sourire. J'ai osé dire, écoutez, celle-ci je ne l'avais pas préparée. Laissez-moi une minute. Et j'en avais préparé une autre. Et l'avantage en disant ça, c'est qu'encore une fois, c'est l'effet teaser. J'ai donné mon fait qui m'a bouleversé, qui était vraiment moyen. Par contre, après, les gens ont voulu savoir quelle était celle que j'avais préparée, quel était le fait d'actualité que j'avais préparé. Et là, pour le coup, j'avais tout mon discours qui était bien préparé, les effets teaser, les wow effects, les portes de sortie vers d'autres choses. Et ça, c'est bien construit. Donc, n'oubliez pas, restez maître de l'entretien, c'est hyper utile, c'est très efficace. Et vous pouvez bien vous en sortir pour la suite et bien exposer qui vous êtes vraiment, votre personnalité et votre projet. Voilà pour la partie représentation. Et si, juste pour terminer là-dessus, si vous passez un entretien avant le 10 juin et que vous venez de défendre un projet, je veux construire une application mobile, et que vous êtes en manque de faits d'actualité, vous pouvez dire ah bah Pumpkin a relancé son opération de parrainage, on a 3 € offerts sur Pumpkin si on s'inscrit en ce moment. Et donc voilà, ça c'est un fait d'actualité très start-up, très mobile. Et Hugo, pourquoi est-ce que je dirais ça? Pardon? Pourquoi est-ce que je dirais ça? Toi, en entretien? Non, si des gens me disent pourquoi vous dites ça, qu'est-ce que tu réponds? Pourquoi tu dirais ça comme fait d'actualité? Eh ben parce que ça se passe maintenant. D'accord. C'est en ce moment? C'est en live? C'est en live. On pourrait même aller jusqu'à je suis curieux, je fais des applications mobiles, je veux monter une application. Ah bah oui, non mais j'ai dit si on a défendu un projet de création d'application mobile. Parfait. Évidemment. Super. Si on a parlé de centre équestre pendant tout son entretien, il ne faut pas dire ça. Alors, et après le 10 juin, JB, tu as un fait d'actualité à donner peut-être sur l'appli? Après le 10 juin, si Ouais. les gens veulent parler de l'appli? Est-ce qu'il n'y a pas un fait d'actualité que tu peux leur donner en rapport avec l'appli si jamais on leur pose la question après le 10 juin, quel est le fait d'actualité qui Ça y est, l'appli vient de sortir en public, je vous invite à la tester, téléchargez-la. Bon, écoutez, ça sera le mot de la fin de cette première partie. Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse, on va voir, je t'en prie. Alors j'avais plusieurs questions.
à te poser. Donc déjà, j'ai pas très bien compris le principe. En gros, si moi j'envoie à quelqu'un de l'argent à travers ton application, il va garder cet argent sur sa page de l'application ou ça va directement sur son compte bancaire? Bonne question. Donc effectivement, ça va directement sur son application. Et ensuite, la personne peut laisser l'argent là pour, on va dire, une prochaine transaction, soit la remettre sur son compte. Et c'est là que tu prends une commission? Et non, et ça, justement, t'as mal écouté. Au début, on s'était dit effectivement, tiens, ça pourrait être un modèle de prendre une commission à ce moment-là. On s'est rendu compte que ce modèle, c'était plus un frein qu'autre chose. Et donc, on a abandonné ce modèle et on a fait une application qui était gratuite à 100%. Okay. Et par exemple, j'ai entendu parler de Lydia, de Venmo aussi. Il y a des gens qui l'utilisent à Paris aussi. Et PayPal par exemple. Par exemple, toi, si tu as envie d'aller lever des fonds auprès d'un VC ou d'un business angel, comment tu peux faire la différence? Alors ça, c'est une question d'ailleurs qui n'a pas été évoquée ici et que je trouve très importante. C'est, je ne sais pas pourquoi, dans les applications mobiles, alors que normalement dans les autres secteurs ça va, on a l'impression qu'il faut faire quelque chose d'unique. Et c'est pas vrai. Vous prenez tous les marchés du monde sont concurrentiels. Sinon, c'est pas des marchés. Et donc, et je sais pas pourquoi dans les applications mobiles, on a l'impression que c'est toujours parce qu'il y a des stratégies winner takes all, etc. Mais il n'existe pas un réseau social, il n'existe pas un moyen de paiement, il n'existe pas une application de GPS, etc. Et donc, la concurrence, ça a du bon parce que quand on est seul à faire quelque chose, ça se développe pas, quoi. Et donc, c'est au contraire bien. N'ayez pas peur d'aller chercher des concurrents, d'aller voir ce qu'ils font, d'aller les espionner, et surtout de les mettre en avant quand vous pitchez auprès d'un investisseur, parce que vous dites, regardez, eux, ils ont chopé 100 000 utilisateurs en 2 ans, et ben moi, je vais en choper 200 000 en 6 mois, parce que je suis mieux, parce que c'est cool, etc. Donc utilisez la concurrence à fond, c'est important. Et quand tu parlais de faire de la banque, ouais. C'est quoi exactement que tu entends? En fait, ce que j'entends, c'est que moi, je pense vous aussi tous, un compte courant. J'en ai même plusieurs. Je suis à la BNP, je suis chez Boursorama, etc. Et j'ai 2 problèmes. Le premier, c'est que souvent, j'ai pas accès à mon argent. J'ai 1 500 € sur mon compte. Et tout d'un coup, je vais donner à Hugues 13,50 € parce qu'on a déjeuné ensemble et que c'est lui qui a payé. Et j'ai beau avoir mes 1 500 € sur mon compte, si je les ai pas retirés, je peux pas lui filer 13,50 € et ça m'énerve. Parce que pourtant, j'ai une banque, j'ai une carte, j'ai un IBAN, j'ai pas de chéquier, désolé. Mais voilà, et donc j'ai mon premier problème, c'est que j'ai pas accès à mon argent alors qu'elle est dans une banque. Et la deuxième problème que j'ai, c'est que j'ai du mal à le gérer. Donc moi j'ai plein de projets, je pars en vacances, je veux m'acheter un scooter, etc. Et donc j'ai mon argent, il est là, il est sur mon compte. Mais pour mon scooter, je suis obligé de me dire, bon alors là il y a 2 000 €, alors il y en a 750 qui sont pour mon scooter, et il me manque encore 200, il faudra que je les rajoute, donc il faudra que je les gagne, etc. Ensuite, si je veux partir en vacances, enfin bref, vous comprenez que j'essaie de vous dire que j'essaie de partitionner mon compte, mais ça, aucune banque me le propose, etc. Donc nous, ce qu'on fait avec Pumpkin, c'est qu'on crée un compte qui peut avoir autant de sous-comptes que vous voulez. Et la petite astuce, c'est que ces sous-comptes, après, on pourra les partager. Donc si on veut partir en vacances tous ensemble, je crée un sous-compte, je vous invite, et on met tous de l'argent dessus, et ce sous-compte, après, il est relié à nos cartes, ce qui fait qu'il y en a un qui peut prendre les billets de train, l'autre aller faire les courses, le troisième réserver un bateau, faisons du bateau, etc., etc. Donc en fait, l'idée, c'est que nous, on n'est pas banquier, et donc on peut penser la banque autrement, et c'est exactement ce qu'on fait. On rêve notre banque idéale, et pas comme Gad Elmaleh, et ensuite, on l'a fait, et voilà, on trouve que c'est génial. Est-ce qu'il y a une question? Ouais. Est-ce que sur le même sujet, est-ce que tu te sens un peu menacé à long terme par le Bitcoin et la blockchain, etc. Non, au contraire, je pense que encore une fois, c'est plus des opportunités que aujourd'hui, nous, on n'avait vraiment pas d'intérêt à vraiment bosser avec du Bitcoin, parce que voilà, si je te dis tout de suite, tiens, la bière, je peux te la rembourser en Bitcoin, et je pense que tu vas me dire, écoute, mon vieux, t'es gentil, mais non. Et donc, en revanche, ça peut être carrément un sujet pour l'internationalisation. La blockchain, même séparée du Bitcoin, c'est un sujet pour on va dire, la sécurisation des transactions, etc. Donc, au contraire,
faut pas voir des menaces, faut voir des opportunités. Faut voir des opportunités dans la concurrence, faut voir des opportunités dans les nouvelles techno, faut voir des opportunités dans les gens qui vous aiment pas, faut voir des opportunités partout. Ouais. Tu avais peut-être levé des mains la dernière fois. On va commencer par. Vas-y, je t'en prie. C'est gentil. J'avais en fait une question en fait, par rapport à ton business model. Est-ce que tu as pensé à l'épargne en fait? Ouais. Parce qu'en gros, il y a l'application qui permet en fait d'augmenter votre paiement en fait, au centime supérieur. Je ne sais pas si on entend parler sur les États-Unis. Et en gros, en fait, ça permet de mettre de côté, on va dire 1 euro de côté tous les jours, vous ne vous rendez pas compte. Et à la fin de l'année ou à la fin du mois, vous avez 1000 euros. Ouais. Et du coup, votre application peut clairement faire ça. Et nous, c'est un peu, c'est un peu comme ça que nous est venue l'idée, c'est que j'ai plein de gens qui me disent, bah tiens, j'adore Pumpkin parce que une fois par semaine, on me rembourse, je sais pas, un resto, une bière, un truc. Tout d'un coup, je me retrouve avec plus 5 euros, plus 15 euros, plus 20 euros, et je me rends compte que une fois par mois, je vais me faire un bon resto avec l'argent que j'ai sur Pumpkin, quoi. Et en fait, les gens, ils ont déjà un peu cette logique, donc c'est pas des centimes, mais c'est de l'argent qu'en fait ils ont déboursé, qu'on leur a remboursé, mais qui sont pas revenus sur leur compte, et donc ils ont cette truc, ils me disent bah c'est de l'argent gratuit, quoi. En fait non, c'est leur argent, mais ils s'en rendent pas compte, et c'est ça qui est rigolo, et c'est vrai que ça nous a un peu inspiré la suite du modèle, qui est justement de faire de l'épargne. En fait, finalement les sous-comptes dont j'ai parlé, c'est aussi de l'épargne projet, de l'épargne incentivée, etc. Tout ça se rejoint, ouais. À terme, ouais, absolument. Et d'ailleurs, c'est une parfaite illustration de pourquoi il faut parler de son idée. C'est parce que les gens viennent vous enrichir en vous donnant des idées. Et ça, c'est super. Merci beaucoup. Et j'ai une deuxième question aussi. Alors, c'est encore un projet. Donc, on est encore à la phase de, on va dire, on va voir les développeurs, etc. On est encore à la phase de notre projet. Comment on peut présenter à un jury d'entretien de personnalité sans paraître, on va dire, opportuniste, en disant, bon, c'est l'école, c'est l'entrepreneuriat, de parler de ça pour faire plaisir. Qu'en vrai, on a vraiment un vrai projet en fait. Comment on pourrait expliquer ça en vraiment. Je pense en étant le plus vrai et naturel possible. Enfin, de toute manière, alors je ne sais pas si c'est parce que moi je suis dedans, etc. Mais c'est vrai que j'entends, enfin, j'ai beaucoup de monde autour de moi qui me parle souvent de j'ai un projet, j'ai ceci, j'ai cela. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de moi voir tout de suite ceux qui vont au bout de 2 semaines faire autre chose, et ceux qui vont vraiment continuer. Ça se sent, si c'est vraiment quelque chose que tu as et sur lequel tu as déjà commencé à bosser, ça va se voir tout de suite, et le jury sera dupe ou pas dupe, voilà, en fonction de la véracité de ce que tu dis, enfin et de la passion que tu y mets. Vous n'avez pas besoin d'être en jury, vous n'avez pas besoin d'avoir des certitudes. On n'a jamais demandé cette question, par exemple, qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans? Moi, je ne sais pas ce que je vais faire dans 5 ans. J'ai jamais su. Enfin, si, quand j'étais en CM2, a priori, je savais ce que j'allais faire dans 5 ans. Enfin, voilà, sauf si ça se passait mal. Mais après on va dire après la seconde, on ne sait pas ce qu'on va faire dans 5 ans. C'est impossible. Et on ne le sait pas plus à l'époque que maintenant. Et donc, cette question, trouver des réponses malines, ou en tout cas, sauf si vous savez vraiment ce que vous voulez faire en 5 ans. Souvent, moi, j'avais pas de réponse, par exemple. Mais en revanche, j'avais des volontés, j'avais des choses que j'avais envie de faire. On va prendre une question tout au fond, ouais. C'est cool, merci. Vous avez dit qu'il fallait beaucoup parler de son idée autour pour examiner un peu les avis. Comment vous avez géré cette peur de se faire piquer l'idée? Parce que concrètement, ça peut être très bien arrivé à force de parler de sa start-up, de ce que l'on pense, et j'aimerais savoir comment vous avez géré cette peur qu'on peut avoir. Alors, tu commences par un JB. Qui a peur et T'avais peur? Bah, il y en a bien sûr un peu au départ, d'autant plus en fait, plus on touche, on a l'impression à un moment donné que l'idée est bonne et qu'elle commence à plaire, et qu'en même temps, n'importe qui au même stade pourrait faire la même chose que vous, parce qu'en fait, vous avez encore rien en fait. Vous n'avez rien développé, vous n'avez rien fait, vous faites que de parler, donc vous avez l'impression de répandre quelque chose, un peu de prêcher une idée, de la dévoiler à tout le monde, alors qu'en fait, vous n'êtes pas plus avancé. Donc je dirais que c'est le moment où c'est un peu le plus délicat, mais c'est un moment où, encore une fois, c'est ce que disait Hugo avant, si vous avez une forte détermination à aller au bout de ce projet, il faut partir du principe que pas beaucoup de gens auront la même détermination que vous. Il faut avoir en fait confiance en soi. Plus vous avez confiance en vous et en votre détermination de monter ce projet bien, et parce que vous, plus que quelqu'un d'autre, le portera bien, plus vous avez tendance à la partager, à en parler, et plus ça a de chances de marcher en fait. Alors, une
une dernière question, et moi je vais juste tout vous dire, je dois partir pour une petite urgence, mais je vais vous laisser en bonne compagnie avec Hugo et JB. Encore 10 minutes pour des questions. On partagera bien sûr sur le lien, sur l'événement Facebook, les liens vers Pumpkin et le téléchargement de l'appli Pumpkin. On partagera aussi dans quelques semaines l'invitation pour être bêta-testeur si certains d'entre vous Android. Si vous avez des questions que vous avez pu poser à la fin de la conférence, n'hésitez pas à nous les renvoyer sur cet événement aussi. Et merci d'avoir participé. Je vais juste écouter la dernière question et moi je vous dis à bientôt et bonne chance pour les euros. Merci. Oui, moi ça concernait la nécessité des business models que vous disiez, tu parlais dans un second temps et c'était difficile de commencer ça. Est-ce qu'on peut pousser cette idée jusqu'à penser qu'on n'aura pas du tout de business model, le but ce ne sera pas de faire de l'argent pendant la création de l'appli, mais que ce sera seulement un type de revente après succès, en étant resté totalement gratuit toute la phase où on est propriétaire de l'application. Ou est-ce que c'est un projet pour essayer Pour moi, ça arrive, mais on va dire, avant de vendre un projet, il y a plusieurs étapes. Et donc, et ces étapes, d'autant que si tu n'as pas de business model, on peut penser que tu ne vas pas beaucoup gagner d'argent. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui va faire que tu vas survivre jusqu'à un rachat. Et donc, il y a des boîtes qui l'ont fait, hein, plein d'exemples aux États-Unis, etc. Maintenant, en fait, au tout début, on peut te pardonner de ne pas avoir de business model, etc. Puis ensuite, quand tu vas vouloir lever, en fait, on rachète pas des micro-boîtes ou des boîtes qui sont, voilà, qui n'existent pas vraiment. On rachète des boîtes, je sais pas, Instagram, quand ils ont été rachetés par Facebook, 1 milliard, je sais plus exactement combien ils avaient d'utilisateurs, mais c'était déjà plusieurs millions d'utilisateurs. Tu n'auras pas plusieurs millions d'utilisateurs avant d'avoir levé plusieurs millions d'euros ou de dollars. Et donc, il y a, on va dire, à un moment donné, il faut qu'il y ait une confiance qui se mette en place. Et si effectivement, tu as une app ou un business qui est utilisé par des centaines de milliers d'utilisateurs, ouais, mais peut-être que ce sera interrompu d'ici là. Alors, qui distribue les questions maintenant ? Au fond, non, peut-être, parce qu'au fond... Juste une question aussi, s'il vous plaît. J'arrive pas à comprendre comment tu vas te rémunérer avec le nouveau business model que tu as implémenté. Est-ce que tu avoir accès à les différents comptes sur Pumpkin, ça va être une version premium, ou est-ce que tu vas prendre des commissions sur l'argent qui sera stocké sur ces... En fait, on va faire comme on a toujours fait, on va tester plein de trucs. Aujourd'hui, j'ai pas exactement de certitude sur où est-ce qu'on va exactement gagner. Enfin, on a plein d'idées, hein, mais je peux pas te dire laquelle va le mieux marcher, laquelle va être le plus rentable, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester plein de choses. On est en train de construire un modèle en fait qui est super ouvert. C'est-à-dire qu'on pourra, on aura un produit, mais sur lequel vont pouvoir se placer plein d'extensions. C'est un peu, voilà, pour dire un peu simplement, c'est un peu comme si on devenait l'App Store de la banque, quoi. Et ça, on trouve ça super excitant. Et du coup, il y a plein d'opportunités. Et puis ensuite, ce sera d'abord, on va vérifier que les gens ont vraiment besoin d'une banque mobile et qui est un peu différente. Et puis ensuite, si on a de l'attraction, on testera des trucs. Là, pour le coup, on a plein d'idées et dans certaines qui peuvent rapporter plein de pognon. Donc, mais il faudra tester. Une deuxième question aussi, c'est à quel moment il faut créer son entreprise quand son application ? Alors, c'est pas trop tôt. Non, mais pas trop tôt. Je pense que lui, son exemple, c'est super. Tant que tu n'en as pas besoin, en fait. Il y a un moment donné où il faut chercher des subventions ou autre, que sais-je, et du coup, il y a un moment donné où, tant que tu n'as pas en fait, une obligation juridique ou légale de monter ta boîte, le fais pas, parce que ça te fait juste perdre du temps sur ce qui n'est pas essentiel, en fait. Donc, plutôt le faire au moment où, parce qu'il y a un besoin pour ton projet, pour qu'il continue, et que tu dois créer ta société à ce moment-là, et il peut être différent, ça peut être des choses différentes, fais-le, mais pas avant, quoi. Alors, je sais pas si En fait, moi j'avais compris la question différente, mais je pense que c'est toi qui avais la bonne compréhension. J'ai l'impression qu'en tout cas, moi j'avais compris à quel moment dans la vie il faut se lancer. Créer sa société. Pardon. Mais donc, pareil, nous, on est le bon exemple, on a mis 10 mois avant de créer juridiquement la société. Ouais. Alors, au milieu, 1, 2, 3. Juste rapidement, vous parlez de vous aviez levé là 1,5 million à peu près. Ça part dans quoi ? C'est quoi la répartition en fait ?
En fait, ouais, il y a une montée en charge qui se fait assez progressivement. On se retrouve pas à claquer du jour au lendemain à 200 000 balles par mois, alors que voilà. On a commencé au début, on a engagé une première personne, et donc tout d'un coup, en fait, par mois, on claquait un peu plus, on claquait le salaire de stagiaire, plus ensuite un peu on a fait des opérations de marketing. Alors ça, en fait, tout ça s'ajoute. Et aujourd'hui, tous les mois, on dépense 45 000 euros, et ça va. Donc c'est beaucoup de ressources humaines, quoi. Les gens qu'on a embauchés, on a 13 personnes qui bossent avec nous. Après, il y a pas mal d'opérations qu'on fait, c'est des petites opérations de partenariat, d'événementiel dans les écoles, etc. Ça, en fait, on dépense quasiment 5 000 euros par mois là-dedans. Puis après, il y a des charges. Par exemple, moi, il y a toute une partie aussi où certaines transactions me coûtent de l'argent, etc. Donc, voilà, c'est un peu tout ça. Ouais. Concrètement, la revente de données, est-ce que ça marche? Et si ça marche, est-ce que ça peut suffire à nous faire gagner de l'argent? Alors la revente de données, il y a un peu un truc là-dessus. Je sais pas si, il y a des trucs qu'on peut faire. Moi, j'ai vu je connais des boîtes qui ont par exemple leur métier, ils ont des bases d'email, et ensuite elles vont voir d'autres boîtes et elles me disent tiens, si tu veux, je te mets dans ma newsletter et ça te coûte 3-4 000 euros et voilà. Moi, ça c'est un peu de la vente de données, mais c'est pas vraiment de la vente, c'est de la location de base de données, etc. Après, il y a des choses qu'on peut. En fait, ce que je voulais dire juste sur la vente de données, c'est qu'on a l'impression quand on entend qu'on va s'inscrire à un service et que tout de suite on va être spammé de partout, ça va être l'enfer, la NSA va récupérer le truc. Et franchement, il y a un truc en France et en Europe en France en tout cas, qui s'appelle la CNIL, qui surveille tout le monde, même les petites boîtes comme nous. On peut penser qu'on est sous le radar et en fait pas du tout. Donc les boîtes font pas n'importe quoi avec vos données, donc soyez rassurés. Et la vente de données après, franchement, j'en sais rien. Ça dépend des business. Par exemple, en fait, si tu es capable d'apporter ce qu'on appelle un lead, ça veut dire c'est un quasi-client à quelqu'un, et en fonction de son coût de recrutement client, il va payer plus ou moins cher. Par exemple, je sais pas, je suis une banque, ça me coûte entre 600 et 2500 euros de recruter un client. Ça, ils le savent parce qu'ils font leurs calculs. Et moi, si je dis tiens, je t'envoie JB, il est tout chaud pour signer chez toi, je peux vendre ça, je sais pas, à 300 euros à une banque, par exemple. Parce que en fait, je vais gagner, elle va gagner, tout le monde va gagner. Mais pour répondre, moi peut-être un poil différemment à ta question, je pense que c'est pas forcément à stade zéro une très bonne idée de dire que tout ton business est basé sur la revente de données. Voilà. Il en faut un peu, tu vois, donc faut les créer. Mais du coup, dire que c'est ça, c'est comme dire il me faut des utilisateurs. Donc, Puis aussi, en fait, vendre des données, et ça, j'aurais dû le dire au début, vendre des données, c'est pas forcément vendre des données personnelles. On peut vendre, il y a plein de boîtes qui vendent des données macro en fait, c'est-à-dire qu'ils ont un usage. De cet usage, ils peuvent déduire des choses que seuls eux peuvent déduire, et donc ils vendent cette donnée-là. Mais c'est pas du tout, dedans il n'y a pas de noms qui sont mentionnés, pas d'adresse, c'est vraiment très macro. Et en fait, c'est juste que leurs données leur permettent de faire des analyses, et ces analyses sont bonnes pour des acteurs de leur entourage. Et donc voilà, en fait, j'avais oublié de le dire au début, vendre des données, c'est pas forcément vendre des données personnelles. Et donc ça c'est super, mais effectivement ça peut mettre du temps. Ouais, pour moi c'est plus un truc connexe, annexe, qu'une pièce centrale, mais bon. Ouais, je t'en prie. Avec du recul, vos 2 années ou 2-3 années en école de commerce, est-ce que vous pensez qu'elles ont été vraiment bénéfiques aux projets entrepreneuriaux, ou plutôt, si c'était à refaire, vous serez plutôt dirigé vers, l'apprentissage de la programmation, quelque chose comme ça? Moi, si je peux me permettre de répondre, je pense que j'ai pas mis les mains dans le cambouis assez tôt. J'aurais dû plutôt me lancer vraiment dans un projet, et dès qu'il y avait pas un brin d'idée ou autre, mais il y a eu des trucs qui m'ont tenu à cœur, et j'ai peut-être passé trop de temps sur les études de marché ou trop de temps à en discuter et autres, et pas assez rapidement mis les mains dans le cambouis, alors que les années étudiantes, mine de rien, c'est un moment où on a plein de temps, où on peut faire plein de rencontres, où on est au cœur de plein de réseaux et autres. Et du coup, je pense que c'est le bon moment, et puis il n'y a pas beaucoup de coûts, il y a plein de choses là-dessus, vous pourrez aller voir plein de vidéos, il y a plein de choses qui se disent, mais c'est un bon moment
pour commencer à construire quelque chose. Et moi, je pense que j'aurais dû davantage le faire. Alors, je l'ai quand même fait un peu. Mais moi, je vous encouragerais à le faire un maximum, quoi. Si vous sentez l'envie, mettez les mains dans le cambouis et faites-le, quoi. Et je pense qu'Hugo est un plutôt bon exemple. Ouais, je te rejoins complètement. Il y a plein de gens autour de moi qui me disent à l'école de commerce, on achète son diplôme, c'est de la merde, les profs sont nuls, etc. J'entends ça tout le temps et je trouve que c'est dommage de dire ça parce qu'effectivement, en école, il y a effectivement, comme dit JB, plein de temps et ce temps, il faut être actif en revanche. Il faut le consacrer à monter des projets associatifs ou entrepreneuriaux. Des projets de bénévolat, mais faites des choses en école, impliquez-vous dans des sujets, rencontrez du monde, et même en cours, si vraiment le prof est nul et qu'il n'a rien à vous apprendre, justement, faites vos projets associatifs pendant les cours, mais aussi allez plus loin. Voilà, soyez actifs, et en vrai, on apprend plein de choses. Et par exemple, il y a un truc qu'on fait dans les écoles, qu'on fait pas trop à la fac, c'est bosser en groupe. Bosser en groupe, c'est apprendre sans avoir l'impression d'apprendre, parce que l'objet de bosser en groupe, c'est pas ce qu'on va rendre à la fin, le PowerPoint qu'on va rendre, mais c'est le fait d'avoir réussi ou pas à bosser en groupe. Et c'est ça ce qu'on apprend sans avoir l'impression de l'apprendre. Et c'est ça qui est top, c'est qu'à la fin, soit on est bon pour bosser en groupe et on ira loin, soit on n'est pas bon et on risque de rester tout seul. Et bon, il y a des gens qui vont loin tout seuls, mais voilà, c'est aussi ce genre de choses qu'on apprend en fait, on se rend pas compte qu'on les apprend. J'aimerais savoir comment est-ce que ça se passe au niveau des utilisateurs tests. Comment est-ce qu'on les trouve, comment ça coûte. Bouge pas, je vais te faire une illustration en direct. S'il y a des gens dans la salle qui ont des téléphones Android, feel free, send a mail à jb@l'appli et dites-moi que vous êtes chaud pour utiliser l'application et je vous envoie l'invitation directement après. Voilà pour l'exemple. Mais en gros, ça se passe un peu comme ça, c'est-à-dire que moi, en l'occurrence, la problématique qu'il y a, c'est que l'application est que sur Android. Donc, il faut trouver des gens qui ont un téléphone Android, ce qui est un peu plus chiant. Mais en l'occurrence, pendant le temps de développement, tu rencontres des gens. Les gens, ils ont toujours leur mobile avec eux, donc c'est assez facile de voir, quand même, d'identifier les gens qui ont des téléphones Android. Donc, pour constituer une base de testeurs de 50 à 200, 250, 300 personnes, ça va assez vite en fait de voir ces gens-là et puis de leur demander simplement leur mail, voir s'ils sont un peu mobile friendly ou pas, mais après ça dépend le panel que tu veux constituer de gens et quel profil tu as envie qu'ils ont en fonction de tes besoins. Et puis progressivement tu construis une première petite base comme ça. En tout cas les tout premiers. Hein. Ok, et après ça, moi j'avais une question. Au début du projet en fait, a commencé, tu disais que vous êtes allé chercher des partenaires. Ma question c'est de un, combien vous en donnez, et de deux, quelle part de l'entreprise ils ont pris en fait. Tu veux dire des partenaires financiers? Ouais. Alors nous, il y a eu plusieurs choses. Nous, quand on a lancé Pumpkin, on a trouvé, on a dit, on est 3, on réunit chacun 5000 balles. Voilà, en plus, c'était pas forcément facile. Moi, j'avais déjà mon emprunt étudiant, etc. Mais bon, on avait quand même déjà tous bossé, au moins un stage, etc. Donc, plus, on a demandé un petit peu à droite à gauche. On a réussi à mettre 5000 chacun, donc on avait 15 000. Là, ensuite, on est allé voir la chambre de commerce, donc à Lille. Et il y a un truc, ça s'appelle LMI. Grosso modo, on a passé un espèce de comité de sélection, on faisait partie du réseau, et là, on a eu le droit à un prêt d'honneur de 50 000 €. Donc ça, super cool. Donc ça faisait déjà 65 000. Ensuite, on a rejoint, avant, on avait rejoint l'incubateur. Et en gros, quand on a rejoint l'incubateur, ils nous ont dit, bon, voilà, il y a un truc, vous pouvez postuler à une aide de la région via un truc, etc. On remplit un dossier, et là, pouf, c'était 16 000 qui sont tombés en plus. Et donc là, on avait mis 15 000 en tout à 3. On n'avait pas ouvert le capital, et on avait 80 000 €, quoi, déjà. Et ensuite, on a continué comme ça à aller chercher des aides, des bourses, après, on a postulé aussi à un autre truc. Alors là, il y avait pas mal de critères, etc. Mais on a eu de la chance, on est tombé pile poil dedans, on a fait un dossier, et on a eu une aide de la région qui nous a, c'était comme une bourse, quoi, ça nous a payé 1 250 € par mois, chacun, pendant 9 mois. Et c'est quoi le nom de cette aide? ça s'appelle l'aide aux porteurs de projet à Lille. Donc je sais pas si c'est partout, mais donc voilà, faut avoir un peu les dents qui règlent le parquet au début. En fait, c'est des dossiers qui prennent du temps à monter, parce qu'au début, ils vont toujours nous demander justement votre business plan, des papiers chiants et des trucs comme ça. Mais bon, finalement,
bosser 10 heures sur un dossier et à la fin récupérer 30 000 balles, ben, ça reste bien payé, quoi. Surtout quand il ne faut pas les rembourser derrière, donc ça vaut le coup de passer du temps. Et c'est là, et on disait tout à l'heure pourquoi c'était cool d'avoir plusieurs personnes dans la boîte, et même s'ils ont, enfin Constantin et moi on avait un peu les mêmes parcours, et ben, se répartir un peu tout ce boulot relou, c'est sympa. Dernière question, c'est quoi le nom des 3 plus grosses boîtes de développement d'applications à Paris? Je sais pas, du genre des SS2I et des mobile agencies. Je sais pas, j'en connais pas à Paris. Moi non plus, franchement, j'ai pas de nom particulier. Il y en a plein qui pullulent un peu. Et les plus grosses en question, non, moi j'ai pas de nom non plus. Parce que est-ce qu'il n'y a pas des agences de programmeurs qui font aussi du design dans la même... Si, sans doute. Ah, bien sûr. Bien sûr. Ouais, mais là, on rejoint la question de l'externalisation en fait, de ton projet du coup. Est-ce que tu viens avec ton idée et tes 30 000 € et tu leur fais faire quelque chose? Et c'est le sujet qu'on évoquait au début de la conférence un peu, et sur lequel on a un peu débattu. Moi, personnellement, je pense que c'est pas la bonne idée du tout. Mais... Après, voilà, tout dépend. Mais en général, c'est vrai que ces agences, elles travaillent plutôt pour des grands groupes, pour des projets qui sont un peu ficelés ou qui ont un gros budget ou autre. En tant que start-up, tout dépend, encore une fois. Mais si tu as vraiment une envie de boîte avec une ambition, comme disait avant, un projet, et que tu sais qu'il va potentiellement évoluer et autres, c'est pas en travaillant au coup par coup avec des agences que tu vas réussir à monter un projet qui a de la valeur. On a commencé à travailler, etc. Et l'idée, c'est ramener un énorme dossier à ces développeurs pour qu'eux, d'un coup, en fait, créent tout ça. Parce que je pense pas... Mais créer, c'est la... L'ampleur du projet nécessite plus qu'un développeur pour ceux, même 2 ou 3. Et donc, c'est là où, si nous, on engageait 3 développeurs pour X temps, je pense que ce serait plus rapide de le faire via une agence de développement. Ça, c'est clair que ça serait plus rapide. Mais donc, bah voilà, tu peux aller voir les agences, leur montrer ton truc, ils vont te dire, tu vas en aller voir plusieurs, tu vas les mettre en concurrence, etc. Tu vas faire un appel d'offres, et ils vont te dire, bah voilà, c'est, je sais pas, entre 25 et 50 000 €, et ils vont te dire, ça va prendre entre 1 mois et 4 mois, et voilà. Et la question qu'il faut bien anticiper, c'est, et après? Ils vont te livrer ton truc, ils vont dire, ça y est, elle est sur le store, merci, au revoir. Là, tu as dépensé 25, 50 000 balles, et après? Donc, si le développement de l'application esthétiquement et puis en termes d'architecture est mis de côté à partir d'un moment, la question c'est qui est-ce qui entretient les serveurs? Comment est-ce que ça marche pour que ce truc continue à, il faut quelqu'un, ouais. à tourner? Et c'est pas que les serveurs qu'il faut entretenir, ouais, c'est l'application. Parce qu'en fait, tu vas avoir quelque chose que tu as proposé à l'agence à un moment T, et qu'elle va te sortir peut-être en 1 à 4 mois, comme disait Hugo. Le problème, c'est qu'en 1 à 4 mois, il sera peut-être passé déjà beaucoup de choses, et puis au moment où elle va te le livrer ensuite, il va falloir continuer d'éditer, et soit déjà il va falloir continuer à le maintenir, et puis ensuite, en général, si tu le lances et que tu es assez jeune, c'est rare que tout d'un coup, en one shot, ton produit ce soit magique et séduise un paquet de gens, et que du coup, en 1 mois, tu aies pu avoir une traction de 100 000 mecs, lever des fonds en 3 semaines après, et continuer à faire le truc. C'est complètement surréaliste en fait. Voilà. Comment tu as lancé le marketing et la communication de l'appli dès qu'elle était disponible sur la... En fait, justement, on n'a pas lancé de marketing et de communication. Quand on a lancé l'application, nous, on avait, pendant les mois de juillet et août 2014, on avait réuni une communauté de 200 bêta-testeurs. Et donc, 1er septembre, on a dit à nos 200 bêta-testeurs, les gars, ça y est, vous pouvez dire à vos potes que l'application est sur le store. C'est ce qu'ils ont fait. Et donc, ensuite, les gens ont ramené des gens, et ça, c'était super cool. C'est aussi dû à notre produit lui-même, parce que Pumpkin, tu peux pas l'utiliser tout seul. Et donc, très rapidement, si toi, tu es convaincu du produit, tu vas aller convaincre tes potes, et c'est aussi notre force. Et donc voilà, au début, on n'a pas fait. En fait, on a attendu très longtemps avant de commencer à faire vraiment du marketing, et ensuite, le marketing, c'est un grand mot, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché, on s'est dit, tiens, si on veut aller toucher les utilisateurs, il faut les toucher un par un, et donc c'est très long. Et donc on a cherché ce qu'on appelle des prescripteurs, c'est trouver des relais, des gens qui pouvaient toucher beaucoup de monde pour nous. Et donc on s'est appliqué à toucher des gens qui pouvaient toucher des gens. Et c'est ça le marketing en fait, c'est construire un réseau de distribution.